c'est quoi la situation la plus extrême que tu as eu à gérer? Il dit, la semaine qui a suivi, je suis tombé dans une embuscade, mon chauffeur est mort sur le coup, et moi, ils m'ont laissé pour mort, et j'aurais préféré mourir. Et là, il déboutonne sa chemise, et on voit des impacts. On s'est dit, c'est un survivant. Une semaine après, toute sa famille était décimée. C'est-à-dire que quand on est policier ou militaire, on risque sa vie, et si on meurt au combat, en plus, on a la famille qui y passe. Ils ont sorti le classement des 50 villes les plus violentes au monde. Et dans ces 50 villes, on en a 18 qui étaient mexicaines, et 10 brésilienne. Ton job, c'est d'aller sur une partie de ces pays parmi les plus dangereux et d'éviter les embrouilles. Je suis plus en sécurité dans la zone sud de Rio que dans certains quartiers de Paris, de Lyon ou de Marseille. On n'a pas cette violence gratuite. Et le délinquant, il m'a dit, mais pourquoi il brûle autant de voitures le soir du réveillon? Il dit, c'est du gaspillage. C'est le principe de la mafia. Je te sécurise, je vais te protéger. Ah, tu peux pas aller acheter ta bouteille de gaz à l'extérieur. Tu l'achètes par le gars qui est agréé par la milice. Ou c'est un business. J'ai jamais pensé à faire du business avec une arme, mais c'est mal. On va parler pas mal de choses aujourd'hui, Pascal. On va parler de sécurité, on va parler peut-être de menaces d'entreprises, de personnes physiques, de ton métier avec Movisafe depuis quoi? Une douzaine d'années, c'est ça? 13 ans au Brésil, 11 ans au Mexique avant. On a créé la société en fait en 2002 à Mexico. Toi, tu es un ancien militaire, tu es passé par la Légion? Oui, alors j'ai débuté à l'époque où le service militaire était encore obligatoire avec un service long. J'avais fait une préparation militaire parachutiste parce que je voulais être sûr d'être dans le sud-ouest où était la 11e division parachutiste parce que je joue au rugby depuis tout petit. Et en fait, quand j'ai reçu mon affectation pour rentrer au 1er décembre 88 à Dieuze en Lorraine, le rugby, c'est mon ça là-bas. Ah ouais, non, au début, et puis la Lorraine en plein hiver, c'est autre chose que Copacabana, que Toulouse. Ouais. Et donc j'avais de l'appréhension, je connaissais pas le régiment dans lequel on m'affectait. Et en fait, j'ai découvert une unité exceptionnelle qui est le 13e régiment de dragons parachutistes. D'accord. Un régiment qui fait du renseignement, qui aujourd'hui fait partie de ce qu'on appelle les forces spéciales. Donc j'ai fait 4 mois de formation à Dieuze et puis après je suis parti sur l'escadron qui était en Allemagne sur le lac de Constance. Ils avaient un escadron parce qu'il y avait encore à l'époque, c'était avant la chute du mur, donc il y avait encore les forces françaises en Allemagne. Là j'ai suivi une formation recherche aéroportée, donc c'est un régiment qui fait du renseignement. Et comme ça se passait très très bien, on m'a proposé de récupérer le cursus des élèves officiers de réserve. Donc je suis parti après à Kouetkidan pour 4 mois encore de formation. Et je suis sorti aspirant pour aller au premier régiment de chasseurs parachutistes qui lui était au camp de Souge à côté de Bordeaux. Tu vas me raconter un peu tout ça en effet. Moi, ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est on va dire la dichotomie ou la complémentarité entre le public, l'armée et le privé, dans lequel toi tu as opéré d'ailleurs en tant que salarié dans un premier temps, puis assez rapidement après en tant qu'entrepreneur. J'aimerais comprendre un peu tout ça, ce que tu apprends déjà dans cette première partie de ta vie, ce que tu apprends dans cette seconde, peut-être les différentes peut-être menaces, les nouvelles choses que tu vois, comment ça évolue, alors peut-être entre les pays, parce que on parle du Mexique, on parle de la Colombie, on parle du Brésil, qui sont pas des pays réputés hyper safe. Je crois que la Colombie, ça s'améliore un peu, mais non, même pas. Bon, bah voilà, tu vois. Ça s'était amélioré, ça se dégrade de nouveau. Voilà. Ouais. Des pays dans lesquels il y a aussi beaucoup de fractures sociales, politiques, des pays avec beaucoup de polarisation, je dirais. Comprendre un peu l'impact que ça a sur aussi ton métier, tout ça. Mais avant, justement, de rentrer dans toutes ces discussions, je te propose de te présenter toi-même, Pascal. Oui, donc je suis français, je suis né à Cré dans la Drôme, dans le sud-est, et d'une famille modeste dans la région donc la drômoise. J'ai jamais quitté le sud-est jusqu'au départ à l'armée en fait. Et parce que c'est une région qui est quand même très agréable. On a les Alpes pas loin, on a la Méditerranée pas loin. Et en fait, quand j'ai reçu cette affectation pour partir en Lorraine, pour moi, c'était le Nord. C'était donc, ouais. Donc T'avais quel âge quand je suis parti? Ouais. 22 ans, quasi 23. Ok.
J'ai fêté mes 23 en janvier 89, dans des conditions assez humides, en train de s'entraîner avec le 13e RDP. Et donc, ouais, ça a été une découverte. Et ensuite, donc, après les 2 ans, j'ai demandé un contrat ORSA, qui est officier de réserve en situation d'activité. Et je voulais retourner dans au 13e RDP, dans mon premier régiment. Et puis, il n'y avait pas de place à cette époque-là, à l'époque où je devais démarrer mon contrat. Donc, j'ai demandé à la Légion étrangère. Et là, on m'a affecté à Castelnaudary, centre de formation de la Légion. C'est ce qu'on appelle le creuset de la Légion. C'est là où les légionnaires, les engagés volontaires partent pour 4 mois de formation. D'accord. Et donc, là, j'ai découvert en fait un nouveau monde, une nouvelle famille. Parce que la Légion étrangère, c'est vraiment quelque chose de particulier. Ça fait partie de l'armée française. Oui. C'est un mythe pour ceux qui la connaissent pas. C'était une institution et une nouvelle famille pour ceux qui la connaissent. C'est vraiment quand même l'armée dans l'armée, quoi. Hein. La Légion, c'est bien. Alors, dans la Légion, alors le képi blanc, ça je l'ai vu, ça ce sont les légionnaires, on est d'accord. Ouais. Il y a des barbus aussi dans la Légion? Oui, alors c'est une tradition, on les appelle les pionniers. Ouais. Ils défilent toujours en tête quand on les voit au 14 juillet devant les unités de Légion avec les tabliers en cuir et la hache sur l'épaule. Et il y a cette tradition effectivement de porter la barbe quand on est chez les pionniers. Donc ce sont souvent des militaires du rang ou des sous-officiers qui ont beaucoup d'ancienneté. D'accord. Et qui sont, eux, ils sont à Aubagne, ils sont installés à Aubagne. Donc là, c'est encore parmi les légionnaires, une partie des légionnaires, ceux-ci, c'est ça? Oui, les pionniers, c'est une section à part. Okay. Et en fait, la tradition vient des légionnaires bâtisseurs. Okay. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Légion en Afrique du Nord a quand même, que ce soit au Maroc ou en Algérie, passé beaucoup de temps à construire. Okay. Construire des routes, percer des montagnes pour faire des tunnels. Il fallait construire toutes les infrastructures qui n'existaient pas. Et les légionnaires, ils ont eu énormément de pertes au départ quand ils ont commencé ces travaux-là. Les conditions étaient terribles. Mais donc il y a cette tradition des légionnaires bâtisseurs qui construisent. Donc c'est l'héritage, la hache, le tablier en cuir, les pionniers, qui ouvrent la marche à chaque fois, c'est une tradition. Et il marche avec un autre rythme aussi que les autres corps d'armée. Hein. 120 pas minutes. Incroyable. 120 pas minutes, qui est un rythme plus lent. C'est pour ça qu'on l'avait fait défiler en dernier, parce que normalement, je crois que c'est 88 pas minutes pour les autres unités. Donc la Légion a son rythme. Elle a aussi une autre particularité, c'est que quand elle arrive devant le président, devant la tribune, elle ne se sépare pas. Elle part d'un bloc, contrairement aux autres unités qui se séparent des deux côtés. Deux. Okay. T'as déjà regardé un défilé du 14 juillet, Clem? Non? Vite fait. Non, mais en fait, c'est vraiment mourir de rire. C'est vraiment les bad boys derrière, quoi. C'est très chelou. Tu vois, t'as tout le monde qui va à son rythme, etc. Ils arrivent, ils vont plus lentement, ils ont leur grosse beubare et ils ont un gros tablier. Et c'est vraiment, mais genre, vraiment très, très, très. Ouais, bizarre. Même la musique principale qui suit souvent une espèce, ce qu'on appelle le chapeau chinois, oui. Qui est vraiment particulier et c'est vrai que ça surprend. Ça impressionne, c'est assez marrant en effet. Ça impressionne et puis ça reste un mythe. Moi, mes parents, quand je leur ai dit que je partais à la Légion étrangère, que j'avais demandé un contrat, ils m'ont demandé si j'avais eu un accident de moto, si j'étais tombé sur la tête, parce qu'ils me disaient mais la Légion étrangère, en fait, c'est resté longtemps avec une réputation de repère d'anciens criminels. C'est plus le cas. Et en fait, c'est plus du tout le cas depuis longtemps. Parce qu'on pouvait avoir des grâces, hein, c'est ça. Hein, donc quand tu passais par la Légion. Oui, mais l'époque où n'importe qui, entre guillemets, pouvait s'engager. Parce que quand ils partaient après, ils partaient en Indochine, ils avaient 2 chances sur 3 de ne pas revenir. Donc on considérait que s'ils revenaient, on oubliait ce qu'ils avaient fait, mais ça c'est terminé depuis longtemps, puisqu'aujourd'hui il y a tellement de candidats à l'engagement, parce qu'il y a plus de 140 nationalités différentes, c'est quelque chose, c'est un exemple d'intégration, c'est quelque chose de fantastique. Et donc il y a tellement de candidats, il y a environ grosso modo 7 candidats pour un poste. Donc la sélection est très dure.
Mais donc, des militaires viennent du monde entier pour s'engager dans la Légion. Oui. Pourquoi? Toute nationalité. Ce sont souvent des gens qui ont envie de redémarrer une nouvelle vie, à qui on donne une deuxième chance, puisque quand on est, je me rappelle quand j'étais jeune chef de section sous-lieutenant à Castelnaudary, ma première liste de légionnaires, il y avait une 50aine d'engagés volontaires. Le commandant d'unité m'avait bien expliqué, tu ne leur poses pas de questions, on n'a pas à leur questionner à savoir ce qu'ils ont fait avant, on ne connaît pas leur niveau d'études, on les juge sur le travail qu'ils vont produire pendant les 4 mois de formation. Mais donc là, ça sous-entend... Donc c'est vraiment une nouvelle chance. Tu dis une nouvelle chance, ça sous-entend quand même qu'ils pourraient être criminels ou qu'ils ont fait des conneries. Il y en a, oui, mais il y a un bureau, il s'appelle le BSLE, le Bureau de sécurité de la Légion étrangère, qui est en connexion avec Interpol, et à chaque fois, il vérifie les antécédents. Okay. Si jamais un des légionnaires a une fiche qui n'est pas bonne, ils ne le prennent pas. Si parfois ils le savent après, moi il m'est arrivé quand j'étais chef de section à l'instruction d'avoir le commandant d'unité qui me disait au bout de 2 ou 3 semaines, un tel demain il reprend le train, il repart au bagne. On n'en savait pas plus, mais ça veut dire que le BSLE avait trouvé quelque chose sur lui et qu'il n'allait pas rester. Parce que grosso modo, ils ne prennent pas tout ce qui est crime de sang, tout ce qui est lié à la prostitution ou à la pédophilie, tout ce qui est drogue. Donc c'est quoi, ceux qui peuvent ceux qui ont évidemment un problème avec le fisc, puisqu'au bout de 5 ans, ils ont un peu moins de chances d'être attrapés. Mais voilà, ce sont des petits délits ou mais sinon ils font le tri et ils ne prennent personne d'autre. Donc toi, tu as fait 5 ans? Moi, mon contrat hors ça, à l'époque, les statuts venaient juste de changer. Et on avait ce qu'on appelait la première année probatoire, à l'issue de laquelle l'armée décide si tu restes ou si tu pars. Et donc, mon premier contrat, quand je suis arrivé à Castelnaudary, c'était 1 an. Okay. Ce qui m'avait chagriné d'ailleurs que c'est changé, parce que la première affectation qu'on m'avait proposée, c'était le 3e RUI en Guyane. Donc je rêvais, je me voyais déjà dans la forêt, et puis en fait la DPMAT, qui était la direction du personnel de l'armée de terre à l'époque, m'avait recontacté en disant ben non, comme votre premier contrat c'est 1 an, Outre-mer c'est 2 ans minimum, donc vous allez à Castelnaudary. Et à l'issue du premier contrat, on avait le choix après entre 4 ans non renouvelables pour préparer l'école militaire interim, qui est une école d'officier pour faire une carrière longue, ou 8 ans renouvelables dans la limite de 14 ans de service. À l'époque, c'est le choix qu'on avait. Et à l'issue de la première année, ça s'était super bien passé. Moi, j'étais plutôt parti pour faire 8 ans renouvelables, parce que j'avais déjà 25 ans. Donc, et puis, en fait, tout le monde m'a dit non, mais il faut préparer le MIA. Et donc, j'aurais dit à l'époque, j'ai pas les conditions. Quand on forme des légionnaires à l'instruction, l'emploi du temps, il est chargé. C'est quelque chose d'impressionnant. Et donc il m'avait dit mais non, mais tu fais encore une 2e année de chef de section et après on te mettra dans un endroit tranquille où tu pourras préparer. Mais donc j'ai signé un contrat de 4 ans non renouvelable. D'accord. Pour intégrer le MIA, et puis le concours, en fait j'ai jamais eu réellement de bonnes occasions de le préparer, puisque au moment où je devais être tranquille, j'ai terminé ma 2e année de chef de section. On m'a convoqué pour m'envoyer après à Calvi, au 2e régiment étranger de parachutistes, où le rythme est aussi assez soutenu. Et mais ça m'a permis de renouer avec une unité parachutiste, et puis celle de la Légion étrangère, la seule. Donc, et en Corse en plus. Oui, ça, donc, les légionnaires s'entraînent en Corse, ça je le savais, ouais. À Calvi, ouais, ils sautent. C'est un terrain de jeu fantastique, la Corse, parce qu'on avait la mer à proximité. Et dans le régiment, il y a une compagnie qui est spécialisée en amphibie, la 3e compagnie. Et puis il y a la zone de saut, l'aéroport juste à côté. Donc, et puis la montagne avec le GR20, il y a toutes les conditions pour avoir des entraînements assez péchus. Hein. Oui. Mon père avait réceptionné comme ça un légionnaire un jour en tant que médecin qui s'était fracturé la cheville, je crois, à l'issue d'un saut en parachute, et en Corse, et quand il a dit je sais pas si c'était un commandant, je sais pas quel gradé, en tout cas il a dit on va le ramener à la base. Je lui ai dit non, il y a 5 jours de marche derrière, on va les faire avec lui, mais il va aller au bout, parce que si tu te fractures la cheville en opération, tu rentres pas à la base, tu vois. Donc il avait été un peu séché. Je dis 5 jours, c'était peut-être 2, mais enfin c'était assez violent.
Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ces formations? T'es parti en opération, toi? Non, le fait que je sois en plus avec ce contrat pour préparer le MIA, donc du coup, quand il y a eu... c'est pas une période où on a eu beaucoup d'opérations. Après, ça s'est accéléré. En fait, sur la fin de mon contrat, il y a eu... le régiment est parti à Sarajevo. Okay. Mais comme moi j'étais censé préparer un concours, en fait à chaque fois je me retrouvais à rester sur la base arrière à Calvi. Donc non, j'ai pas eu cette chance parce que... Ce que j'allais dire, c'est un regret pour les militaires, oui, bien sûr. Oui. On s'entraîne durement et donc c'est dans le but de partir en opération. Un peu comme si tu t'entraînais sans faire de compète, quoi. C'est un peu ça si t'es pour un sportif, ok. Et l'entraînement est bien entraînement, comme on dit souvent, entraînement difficile, guerre facile. Donc l'entraînement est bien poussé. Qu'est-ce qui est le plus difficile? La différence, quand j'ai vu que je suis passé d'un régiment qui était déjà une unité parachutiste, quand je suis arrivé à la Légion étrangère, en fait, on a encore une petite marche à franchir parce que physiquement, c'est assez intense. Et puis il y a aussi la disponibilité. Le fait que des légionnaires, ce sont des gens qui ont parfois tout abandonné pour recommencer une nouvelle vie. Et donc, ils n'ont pas la famille, ils n'ont pas d'amis au départ. Ils se font des amis après, ça s'appelle l'esprit de corps, ils deviennent des frères d'armes. Mais le chef de section doit être présent, même souvent les week-ends, pour la fête de Noël. La fête de Noël, c'est une tradition impressionnante dans les régiments de Légion. Le repas de Noël, le soir, c'est avec ses légionnaires. Donc, moi, j'étais célibataire, ça m'impactait pas trop sur la vie de famille, mais les jeunes camarades officiers qui étaient mariés, je veux dire, le soir de Noël, d'être avec les légionnaires, faut que les épouses soient bien préparées. Parce que... Et la Légion, c'est que un truc de mec, de bro? Il n'y a pas de femmes dans la Légion? Alors, il n'y a pas de femmes. En fait, le texte date de 1831, Louis-Philippe, il n'a pas changé. Au jour d'aujourd'hui, ce corps sera constitué uniquement d'étrangers. Donc, ce qui a une particularité, je vais en parler après, sur les nationalités, mais il n'y a pas de femmes qui peuvent s'engager. Par contre, il y a des femmes qui servent à la Légion étrangère. Comme les officiers. Moi, j'ai pas commencé légionnaire, je suis pas képi blanc, je servais à la Légion. Et il y a des femmes militaires françaises qui servent à la Légion. On en trouve dans les états-majors, on en trouve à Calvi, on en avait à la section d'entretien des parachutes, à la CEP. Donc on trouve du personnel féminin militaire dans des régiments de Légion, mais ce ne sont pas des légionnaires. D'accord. Elles portent le béret vert, mais elles ne portent pas le képi blanc. Alors la différence, c'est le béret vert et le képi blanc? Le béret vert, c'est le béret commun à toutes les unités de Légion. D'accord. Après, il y a juste l'écusson qui change en fonction du régiment. Et le képi blanc, c'est le képi des légionnaires. D'accord. Jusqu'au caporal-chef, qui, à partir d'une certaine ancienneté, après peuvent porter le képi noir. Comme les militaires du rang qui passent sous-officier, un sous-officier de Légion, il a un képi noir. Les officiers, nous, on avait un képi noir. La codification de tout ça, c'est compliqué quand même. Quand tu es externe, faut le comprendre. Qu'est-ce que tu en retires de tes années de Légion, de militaire, quand tu reviens dans la vie civile? Qu'est-ce qui est le plus... en bien et en mal, d'ailleurs? Oui, on a souvent des gens qui disent que tout le monde n'est pas capable de se reconvertir, parce que quand on y reste très longtemps, c'est d'autant plus compliqué pour accepter les particularités du monde civil. Donc on en a quelques-uns qui sont difficiles à recaser, mais la plupart du temps, ça apporte énormément, parce qu'on a le fait d'avoir une rigueur, un entretien permanent, cette camaraderie qui se fait aussi, cet esprit de corps. Il y a un code d'honneur du légionnaire, avec 7 articles. Et le premier article, c'est légionnaire, tu es un volontaire servant la France avec honneur et fidélité. Et dans le deuxième, ils parlent de la fraternité et que tu dois respecter ton frère d'armes, quelle que soit sa race, sa nationalité ou sa religion.
Donc c'est vraiment, il y a vraiment un esprit particulier. Donc, et ça, on le garde même après. Là, je suis au Brésil. J'ai un réseau WhatsApp avec un réseau d'anciens légionnaires et de légionnaires brésiliens qui sont aussi dans l'active. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près 200 Brésiliens qui servent, qui sont d'actifs dans la Légion étrangère. Donc, quand on passe, c'est quand même un choc de passer d'une unité, surtout comme une unité d'élite, que ce soit la Légion, que ce soit les parachutistes, que ce soit les commandos marines, de passer d'une unité militaire au monde civil. C'est quand même un choc parce que c'est pas du tout les mêmes règles. C'est pas, on sort d'un endroit où tout est bien délimité, tout cadré. Avec des règles, avec un monde où quasiment tout est permis, tous les coups sont permis, et donc faut s'adapter. Vous êtes plus d'1 million par mois à regarder mes vidéos. 90% d'entre vous n'êtes pas abonnés. Alors je vais vous demander un truc. Parce qu'après 8 ans de Génération du Yourself, ce projet, c'est le projet de ma vie. Toutes les semaines, avec mon équipe, on s'arrache pour trouver les meilleurs invités, pour t'inspirer et pour tirer le plus d'apprentissage possible. Pourquoi ? Parce que ma conviction profonde, c'est qu'il faut utiliser son temps de cerveau disponible sur du contenu plus intelligent. C'est important pour moi que ce contenu soit disponible gratuitement. Alors, ce que je vais te demander, c'est simple. Abonne-toi. Pour toi, c'est juste un clic. Pour nous, ça change absolument tout. Plus on a d'abonnés ici, meilleurs seront les contenus, les invités, les productions et donc la valeur qu'on t'apportera. C'est maintenant. Do it. Toi, t'as quitté l'armée à quel âge ? J'ai quitté l'armée, j'avais juste avant mes 30 ans. Ok, donc tu as fait au total... J'ai fait 7 ans. Ouais, ok. 7 ans, ouais, à la fois c'est long. Pourquoi t'es parti ? Parce que mon contrat n'était pas renouvelable. C'était le contrat Orsa, non renouvelable. Mais ça veut dire que tu peux pas aller dans Après, si j'avais possibilité de continuer dans la gendarmerie ou... Mais après ce que j'avais vécu, j'étais pas intéressé. Puis j'étais célibataire, pas de charge familiale, donc j'allais pas rester militaire uniquement pour le statut de militaire. Fallait que j'ai quelque chose quand même qui m'intéresse derrière. Et j'étais en contact à l'époque avec pas mal d'anciens officiers ou sous-officiers de Légion qui travaillaient pour des boîtes privées en Afrique. Et parce qu'il y a quand même un réseau des anciens légionnaires, qu'ils soient officiers ou sous-officiers. Qui est prisé, en fait, qui est recherché par... Ouais. Quel type de boîte cherchent les anciens légionnaires ? Et pourquoi ? Les anciens légionnaires ou des anciens cadres de l'armée. C'est la discipline, la rigueur, c'est des valeurs, la fidélité, donc qui font que sont des gens qui vont être... opérationnels, on peut dire, tout de suite, qui ne vont pas aussi paniquer dès qu'on a une situation de crise. C'est quelque chose quand même d'assez important. On le voit notamment, et beaucoup de grands groupes aujourd'hui recrutent des anciens généraux, des anciens officiers supérieurs, parce qu'ils ont à la fois le réseau, quand ils ont travaillé avec certaines unités, certains ministères, mais ils ont aussi cette capacité, cette expérience. D'abord, les généraux ont fait l'école de guerre, et cette capacité de garder son sang-froid quand il y a une situation de crise. Et pour les entreprises, quand on a un responsable sûreté, c'est quand même un paramètre important. Donc on reste principalement pour les anciens militaires ou légionnaires, mais autour de missions de sécurité, de sûreté, où il y en a qui vont vraiment même sur des postes de management. Il y a de tout. Okay. Il y a de tout, et puis il y a même il y a d'anciens légionnaires. Il y a d'ailleurs j'ai un ami, un ancien sous-officier de Légion qui a créé une petite association qui s'appelle Légiopreneurs, en fait les légionnaires entrepreneurs. Donc Sacha Kunkel, qui est à Monaco, qui a monté sa société de conseil en sécurité aussi, avec qui je travaille quand il a des clients qui viennent en Amérique latine. Et dans cette association, en fait, elle aide des anciens légionnaires à créer leur entreprise. Donc, parce que le monde de l'entreprise, c'est vraiment quelque chose de particulier. Tu m'étonnes, oui. Mais c'est ce que je me dis, c'est que à la fois, comme tu le dis, les qualités du militaire, du légionnaire dans une entreprise, rigueur, organisation, j'imagine, et puis tout ce que tu décrivais tout à l'heure, finalement.
c'est intéressant, mais ça peut aussi faire très rigide. Je veux dire, dans des entreprises où ça doit pouvoir faire peur. C'est-à-dire que ça peut faire peur. Du côté du militaire ou de l'ancien militaire, il doit se dire mais c'est quoi ces gens qui sont totalement relax là un peu sur tout. Enfin, c'est des désorganisation totale. Et à l'inverse, on doit avoir des gens qui doivent la regarder en se disant eh oh, calme-toi, hein, ici c'est pas l'armée quoi, non? Ah ouais, c'est moi quand j'ai quitté le deuxième rep, je sachais que j'allais partir travailler comme conseiller sécurité à l'étranger. Donc déjà, il fallait que je me mette à niveau au niveau de l'anglais. Parce que en anglais, en tant que militaire, on travaille un peu avec les procédures OTAN, mais ça reste assez limité. Donc je suis parti en stage de langue intensif pour me remettre au niveau en anglais. Et puis, j'ai fait un stage de 4 mois en formation en protection rapprochée pour voir ce que c'est justement que la sécurité dans le privé. Parce qu'on n'a pas du tout la même mission quand on est militaire. On porte des armes au service de la France. L'engagement du feu se fait dans des règles bien particulières. Quand on est dans le monde civil, en protection rapprochée, c'est complètement autre chose. Donc, du coup, cette formation de 4 mois m'a donné des bases pour voir ce que c'est que le business dans le privé. Et après, je suis parti travailler, j'ai été recruté par un cabinet de conseil en sécurité, en sûreté-sécurité qui était à Paris, qui était dirigé par un ancien grand policier, Charles Pellegrini. Ok, oui. Et qui est devenu mon père spirituel au niveau du boulot. Et Charles m'a fait confiance, m'a envoyé sur une mission au début à Arzeu, dans le nord-ouest de l'Algérie, à côté d'Oran. C'était une mission avec Gaz de France, et où on avait des expatriés. Les conditions n'étaient pas vraiment top pour les expatriés, parce que je travaillais en Algérie de 96 à 2000, et c'est l'époque où les GIA étaient assez actifs et où ils cherchaient à se faire des expatriés. Oui, il y a eu en Algérie des décapitations et tout, hein, sur du pétrole, ou c'était Gaz de France? Non, c'était pas Gaz de France. Il y a eu chez Schlumberger deux expatriés, pas des Français. Mais un jour, un groupe armé est arrivé sur un puits. Il y avait 3 expatriés, mais un était musulman. Donc ils l'ont épargné, et les 2 autres, ils les ont décapités. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que Schlumberger est passé d'un extrême à l'autre. De la société qui avait les mesures de sécurité les moins sévères en Algérie, à la société qui est devenue, qui faisait référence en termes de mesures de sécurité. Mais donc c'était une période bien particulière. Mais les 1 an et demi que j'ai fait au profit de Gaz de France, avec Charles Pellegrini en Algérie, les conditions n'étaient pas terribles pour les expatriés. On était tous dans une tour avec des camps. Il y avait le camp des Français, il y avait le camp des Américains, le camp des Philippins. Donc c'était pas des conditions top. À 21h, on était chargé, nous à la Sécu, de fermer les portes du bâtiment, donc il n'y a plus personne qui sortait. Et comme on a eu quelques comportements des expats qui avaient du mal à supporter ça et qui voulaient sortir, c'est vrai que là, le côté militaire revient, et avec les expats, parfois, ça peut poser des problèmes. Donc, et il y avait eu... empêcher des gens de sortir après 21h, quoi. Couvre-feu. Ouais, c'était les règles. Après, tout le monde ne veut pas forcément les accepter, mais ils n'ont pas le choix. Et à partir du moment où ils ont accepté mais il y a eu des moments assez tendus où c'était limite, et c'est là qu'en tant qu'ancien militaire, il faut apprendre que on n'est plus à la Légion étrangère, et il va falloir être un peu plus diplomate, et qu'on peut pas tout régler de façon plus musclée. Oui. Faut expliquer, oui. Ou faut envoyer des rapports à Paris pour expliquer ce qui se passe sans s'enflammer dans le rapport. Parce que j'ai envoyé une fois un rapport assez tendu directement à Gaz de France, et Pellegrini m'avait rappelé en disant waouh, attention, faudrait pas qu'on perde le contrat, parce que là, on parle pas comme ça aux clients. Donc, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, cette rigueur, ce côté militaire, qui, quand on attaque dans le privé, n'est pas forcément facile à... Quand est-ce que t'as mis longtemps après aller au Mexique, t'as bossé? En fait, donc j'ai fait 1 an et demi au service de Gaz de France pour Charles Pellegrini
dans le nord-est, dans le nord-ouest de l'Algérie. Donc là, tu sécurises des... Là, c'était les expatriés de Gaz de France. Ok. Voilà, il y avait une joint venture entre Gaz de France et Sonatrach, qui est la société algérienne. Et quand tu fais ça, quand tu fais ça, ça veut dire quoi, sécuriser? Ça veut dire que tu sors avec un pare-balles on a tous les matins, entre la base et le site où travaillaient les expatriés, on circulait en escorte. Donc nous, on partait le matin à aller chercher les militaires des forces spéciales algériennes qui étaient basés pas loin, qui montaient avec nous. C'est-à-dire qu'on conduisait la voiture et à côté de nous, il y avait un militaire des forces spéciales algériennes avec sa Kalachnikov. Et on revenait à la base, récupérait nos Français et on partait en convoi et on se suivait jusqu'à la base. Et après, on attendait et à l'heure du déjeuner, on repartait du site et puis on revenait. Donc, on faisait 4 fois par jour ces itinéraires. Ok, incroyable. Et là-dessus, donc vous coordonnez avec les forces locales. Ouais. Et vous êtes combien pour faire ce genre de choses? À l'époque, sur ce contrat-là, on était 3. Okay. 3 parce qu'il fallait 3 voitures. On était 3. Et en fait, quand on arrivait sur site, il y en a un des 3 qui repartait à la base, parce qu'à la base, il fallait garder quelqu'un toute la journée. Et après, quand j'ai basculé sur un autre contrat qui était pour un groupe anglais qui s'appelle Control Risque, un groupe anglais qui est assez connu, qui est présent partout. Là, c'était à Hassim et Saoud, qui est plus au sud. Hassim et Saoud, quand on regarde la carte de l'Algérie, c'est grosso modo au centre, mais c'est le sud de la zone habitable, parce qu'après, on a le Grand Erg, on a le Sahara. Et Schlumberger avait pas mal d'opérations, justement. Et Hassim et Saoud, c'est une ville où il y avait quasiment... Ça s'est développé par la présence des compagnies pétrolières. Et alors là, la base juste pour comprendre le métier, la base d'un job comme ça, c'est de planifier. J'imagine que quand tu fais ces allers-retours et ces choses comme ça, si tu prends les mêmes routes aux mêmes horaires, par exemple, il y a un moment, c'est un peu compliqué. Donc, tu essaies de changer tout ça ou... On n'a pas 36 000 itinéraires. Ouais, j'imagine. D'où la nécessité d'avoir des gens armés à côté pour répondre en cas de problème. Et quels sont les risques? En fait, là, c'est le terrorisme, par exemple? C'est uniquement ça? Ou est-ce que tu as d'autres formes de risques? Non, en Algérie, c'est surtout le terrorisme, le risque. Parce qu'il n'y avait pas de problème particulier d'insécurité comme on connaît ici. Alors, et ici, en Amérique, on va dire au sens large, Amérique du Sud, centrale du Sud, donc Colombie, Mexique, Brésil, toi, les risques que tu gères, quand on parle de sécurité, c'est juste... des factions armées, des mafias, des gens comme ça, ou c'est de temps en temps d'autres choses? On a d'autres types de risques, en fait. On a, quel que soit le pays, la zone où on va s'installer, on peut dire qu'on a 2 catégories de risques. Des risques qu'on appelle géographiques et des risques professionnels. Le risque géographique, en fait, quelqu'un qui vient vivre, on peut prendre le cas de 2 familles expats qui vont venir s'installer à Rio. Un vient comme directeur d'un groupe qui a son siège dans le Centro. Tous les jours, il ou elle va faire les trajets pour aller, ils vont vivre dans la zone sud qui est assez sécurisée. Ils vont aller dans le Centro qui est aussi dans la journée sécurisée. Ils vont faire les allers-retours et ils restent dans le bureau. Donc cette famille-là, le risque géographique est faible. Parce que dans les lieux qu'ils fréquentent, il n'y a pas une criminalité importante. Par contre, l'autre famille qui vient et où lui, il a un poste où il doit aller à l'usine, que ce soit l'usine Michelin ou autre, qui sont là, il faut prendre tous les matins et tous les soirs Avenida Brasil, donc une voie rapide qui traverse le nord de Rio. Lui, il a ce qu'on appelle des risques professionnels plus élevés, différents. Donc les deux ont des risques, les 2 expats qui travaillent pour des sociétés différentes ou à des postes différents ont des risques professionnels différents. Par contre, s'ils vivent les 2 familles sur Copacabana ou Ipanema, le risque géographique est le même. Donc toi, en fait, quand on fait une analyse de risque,
La première chose, il y a 4 étapes. La première chose, c'est d'identifier les risques. Parce que ça peut être un risque physique, un risque humain, on peut dire. Ça peut être un risque matériel ou opérationnel, on peut dire. Il y a des risques cyber. Il y a des risques juridiques, des risques sur la réputation de la société. Donc, il y a toute une liste de risques et il faut identifier ces risques-là. Après, une fois qu'on a identifié les risques, il faut les évaluer. Et quand on parle d'évaluation de risque, on parle de probabilité d'occurrence et de criticité. C'est-à-dire qu'on a 2 paramètres qui permettent de faire une matrice, mais on peut avoir des risques très importants, mais avec une faible probabilité d'occurrence. Par exemple. Donc, ici, par exemple, au Brésil, ça pourrait être l'enlèvement. Ouais. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Les conséquences peuvent être critiques, très critiques, mais il y en a très peu. Alors qu'en Colombie, au Mexique, c'est autre chose. Colombie, ça s'est bien calmé, les enlèvements, mais au Mexique, c'est le sport national. Ouais. Donc, il y a le fait d'un risque qui peut être très critique, mais qui est peu probable. Et après, il y a l'inverse, du risque qui est pas forcément très critique, mais qui, lui, est très probable. Le fait de se faire arracher son téléphone sur la plage à Copacabana ou dans le Centro, c'est très probable. Ça veut dire, après, c'est pénible parce qu'on a perdu du matériel qui coûte cher ici. Parce que dès qu'on parle de téléphone Apple et tout ça, ici, ça coûte une fortune. Oui. Parce qu'il y a des taxes. Ah ouais, c'est le double de ce qu'on peut le payer en France ou aux États-Unis. L'iPhone à 3500 €. Tout ce qui n'est pas fabriqué au Brésil prend 100% de taxes déjà. Et là-dessus, tu voulais finir. Après, donc, une fois qu'on a analysé le risque, il faut le traiter. Le traiter, ça veut dire qu'il y a des risques qu'on peut accepter quand ils sont faibles. Il y a des risques qu'on peut déléguer. On prend une assurance. Et il y a des risques qu'on peut diminuer. Donc, en mettant en place des procédures, des mesures de sécurité adaptées, de la technologie. Et puis, il y a des risques, parfois, qui sont, on arrête le business ou on ne fait pas parce que le risque est trop important ou financièrement, il est pas intéressant. Je peux monter un bureau à Kaboul en ce moment, par exemple. Par exemple. Oui. Mais on a eu, nous, à Mexico, des cas. Mexico, c'est le seul pays où on a été amené à refuser des contrats. Parce que quand le client venait nous voir en disant « j'ai tel et tel problème », quand on commençait à gratter un peu, il dit « non, désolé, c'est le cartel du Golfe qui est en face. Donc nous, on n'y peut rien. » Parce que si l'armée mexicaine ou la police fédérale n'est pas capable de traiter le problème, c'est pas une société privée qui va le faire. Ouais. Donc le Mexique, c'est compliqué. En fait, quand on veut faire une comparaison rapide entre le Mexique et le Brésil, on a plus de chances de se faire dépouiller au coin de la rue, de perdre sa montre, son portefeuille ou son téléphone au coin de la rue au Brésil qu'au Mexique. Mais on a plus de chances de perdre un membre de sa famille ou son business au Mexique qu'au Brésil. Parce qu'au Mexique, c'est des cartels. Quand on a affaire à des cartels, c'est fichu. Ouais. Donc, et puis le Mexique reste un pays en termes d'enlèvement où c'est un vrai business. Ça concerne pas trop les étrangers, c'est surtout les Mexicains. Maintenant, plus les Mexicains très fortunés parce qu'ils ont tous des voitures blindées, des gardes du corps, et ils sont très bien protégés. Donc maintenant, ceux qui sont victimes souvent des séquestros, ce sont la classe qui est aisée, on peut dire, qui gagnent bien leur vie, des professions libérales, mais qui n'ont pas les moyens non plus de se payer une voiture blindée et des gardes du corps. Donc eux, ce sont la cible des enlèvements. Je pense à une question qui va venir juste après. Prosegur, ça vient d'ici ou c'est portugais? Prosegur, c'est espagnol à la base. Okay. Mais ils sont très présents ici. Oui, je les ai vus beaucoup ici. Dans les transports de fonds, notamment. Mais parce que je me disais, finalement, en bossant beaucoup ici, vous avez un avantage, enfin, dans ces 3 pays dont tu parles, dans lesquels tu veux. Là, il y a, là, ça a juste changé parce que je crois que ici, c'est Prosegur et là-bas, c'est Segur Pro ou l'inverse. Mais il y a des compagnies comme ça, comme G4S, qui sont présentes dans le monde entier, qui rachètent
Quand elles arrivent, elles rachètent directement des petites sociétés de sécurité. Brinks, et après, ils travaillent directement via ces sociétés qui sont déjà installées, qui ont déjà de la clientèle, voilà. Après, ces sociétés-là, c'est pas forcément des gages de qualité. Nous, quand on est chargé d'aider un client à analyser la meilleure offre, ça dépend de la ville, ça dépend du quartier. Mais c'est pas forcément la plus grosse société qui va être intéressante au niveau tarif, parce qu'ils tirent des tarifs, ils jouent sur le nombre et ils tirent des tarifs bas. Mais quand on regarde, après, au niveau de la qualité de service, c'est pas forcément top. Mais toi, donc ton job, c'est d'avoir... j'ai une société qui vient s'installer ici, par exemple, c'est peut-être un de tes jobs. J'ai besoin de sécuriser les collaborateurs et d'être certain que eux, leur famille soient en sécurité et que ne serait-ce que même d'un point de vue cynique, pour moi, c'est quand même important parce que je les envoie ici, ils ont une valeur. S'ils partent de la boîte, je les perds. Puis voilà. Et donc, toi, tu vas accompagner ces boîtes-là pour faire en sorte que tout ça se passe bien, ou au mieux possible. Oui, tout à fait. En fait, surtout avec depuis quelques années, les groupes français, maintenant, sont plus sensibilisés. Parce que pendant longtemps, on a eu une grosse différence entre les groupes anglophones et les groupes français. Les groupes anglophones ont intégré depuis très longtemps la security dans leur business. Ils ont safety, qui est chez nous ce qu'on appelle la sécurité du travail, sécurité industrielle, les accidents du travail, prévention, et security, qui est chez nous la sûreté en fait. Nous, on parle souvent de sécurité, mais notre business, c'est surtout de la sûreté. Nous, on est comme ça parce qu'on considère que c'est le job de l'État ? Ben, oui, souvent. Et puis, c'est surtout, ça a été comme ça jusqu'à ce que... maintenant, on a les grands groupes français, notamment tous ceux qui ont commencé dans le secteur de l'énergie à travailler dans des pays du Moyen-Orient ou en Afrique, dans certains pays. Eux, ils ont intégré... Ils ont maintenant un département sécurité avec un budget, mais c'était pas le cas de beaucoup de groupes. Donc on a pas mal de groupes où la sécurité, même le directeur sécurité, quand il en existe un, n'est pas forcément au board. Et dans pas mal de groupes, il n'y a pas de directeur sécurité, c'est souvent rattaché au directeur des ressources humaines, localement notamment. Après, ça a évolué côté français parce qu'on a eu aussi des jurisprudences. Il y a quelques années, il y a eu le cas de Jolo, jurisprudence de Jolo sur l'île de Jolo, une agence spécialisée qui envoyait des plongeurs aux quatre coins du monde. Moi, je faisais beaucoup de plongée, donc je connaissais l'agence. Ultramarina, et ils ont envoyé 4 plongeurs sur l'île de Jolo sans les prévenir que c'est un endroit où il y avait une instabilité politique avec des intégristes, les 4 ont été kidnappés avec demande de rançon, et puis quand l'armée localement a fait une intervention, ça s'est pas très bien passé. Donc après, les familles ceux qui sont revenus et puis la famille du défunt se sont retournés contre la société, qui a été condamné. La société française qui l'assurait a dit « Vous inquiétez pas, on va faire appel ». Ils ont pris double dose et l'agence de voyage a disparu. Ça a provoqué sa perte. Donc ça, c'est une première jurisprudence qui fait qu'il y a une obligation d'information. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer un personnel travailler à l'étranger sans lui expliquer, sans le prévenir des éventuels risques. Donc ça, c'est une première jurisprudence. Il y en a une autre après Karachi, l'affaire, voilà. Pakistan. Donc là, il y a une deuxième jurisprudence qui fait qu'en fait, c'est une obligation de protection. Et ça, c'est compliqué parce que le risque zéro, il n'existe pas. On a beau mettre à disposition des services de protection, le risque zéro, il n'existe pas. Donc c'est assez compliqué. Mais ça a servi de jurisprudence aussi. Après, il y en a une autre en Afrique avec un grand groupe français dans l'industrie pharmaceutique, où une employée a été agressée, elle avait déjà tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois, elle a été agressée en dehors de son temps de travail. La société a dit non, elle n'était pas sur son lieu de travail, elle pensait s'en sortir comme ça. Elle a été lourdement condamnée aussi en France, parce que à partir du moment où on envoie un expatrié travailler à l'étranger, on est responsable de sa sécurité du début à la fin. Donc du coup, après ça a influencé, et il y a pas mal de groupes français aujourd'hui, quand ils envoient du personnel à l'étranger, d'abord il y a un briefing, ça commence par un briefing de sensibilisation,
qui peut avoir lieu souvent en France avant de partir, mais le mieux, c'est qu'il y en ait surtout un localement par un expert local pour leur expliquer exactement comment ça se passe. C'est ce qu'on fait, nous, avec les familles qui arrivent. Et après, il y a l'audit du domicile. Ils ne peuvent pas s'installer n'importe où. Il y a des risques, comme je disais tout à l'heure, le risque géographique qui est lié à la criminalité dans le quartier. Et après, il y a éventuellement, ça dépend du niveau. Si ça se justifie, il peut y avoir véhicule blindé avec chauffeur, ce qui n'est pas souvent le cas. Mais il y a l'outline. C'est un service très utile, important. C'est de mettre à disposition de ses employés un numéro qu'ils peuvent appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des gens qui vont leur répondre dans leur langue ou en anglais. Donc là, dans notre cas, nous, c'est portugais, anglais ou français, pour les aider à régler un problème. Parce que quand tu vis dans ton pays, si t'arrive un problème, tu sais qui appeler. Ouais. Tu as des amis, tu as de la famille, tu sais comment fonctionne la police, je veux dire, t'es pas perdu. Quand tu arrives comme expatrié dans une ville où tu connais personne, tu as un problème, tu demandes à qui? T'as pas de famille, t'as pas d'amis au départ. La police, tu sais pas comment il faut traiter avec. Si c'est une urgence médicale, tu sais pas forcément où est l'hôpital le plus proche. Donc, dans les briefings, on explique tout ça et on met à disposition la hotline Donc, toi, où les gens peuvent appeler. Donc, nous, on a un bureau où ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et la hotline, je sais pas, ça appelle tous les jours? Non, c'est pas... Le dernier appel de la hotline, tu te souviens? Oui, c'était il y a 3 jours, on en a eu un. Ouais. Et pour un problème qui n'était pas très grave, quelqu'un qui avait oublié ses documents dans un taxi, donc on a fait les recherches, on a réussi à retrouver le taxi et à récupérer les documents. D'accord. Mais non, après on en a qui sont parfois plus corsés. On a souvent, parce que les gens connaissent pas justement les us et coutumes du pays. On a quelque temps, il y a le père d'un ado, un adolescent, un Français de 17 ans qui était scolarisé au lycée français ici. Il nous appelle le vendredi soir, il dit je viens de rentrer de mission et quand j'ai remis mon cellulaire en route, j'ai un message de mon fils qui me dit qu'il a été arrêté, il est au commissariat parce qu'il avait de la drogue sur lui. Il avait de la marijuana. Et donc, je lui dis, ok, il est dans quel commissariat? Donc, ok, Botafogo, on se retrouve là-bas. Et donc, nous, on a appelé tout de suite le commissariat parce qu'on a quand même pas mal de contacts. Parmi les cadres de ma société, j'ai des anciens officiers supérieurs de la police. Et on a un bon réseau, et donc il nous explique, mais les jeunes, ils sont en train de déclarer qu'en fait, parce qu'ils ont été arrêtés, ils avaient un petit sachet avec de l'herbe, ils étaient en train de fumer le pétard sur la terreau de Flamengo, tranquille, et la patrouille qui les a arrêtés, ils ont trouvé qu'il y avait un sachet. Et ils avaient tellement peur, les gamins, de la réaction des parents, qu'en fait, ils ont commencé à dire aux policiers que c'était pas eux, que quelqu'un au lycée français leur avait donné, ils avaient payé 100 reais pour qu'ils transmettent ce les gamins, ils comprennent pas que le statut change. Ouais, tu passes de consommateur à dealer. Donc, du coup, quand on est arrivé au commissariat, on a expliqué rapidement la situation. Il y avait un autre père, parce que les gamins étaient deux. L'autre, c'était pas notre client, mais les deux pères étaient là. On leur a dit, laissez-nous parler à vos gosses, qu'on leur explique. Parce que pour l'instant, la police, ils n'ont rien saisi. Mais il faut qu'ils changent leur version, parce que sinon, ils vont pas forcément ressortir ce soir. Et donc, on est allé parler aux gamins, on leur a expliqué, ils ont bien compris. J'ai dit, maintenant, vous avez fait une connerie, vous assumez avec vos parents, et puis, mais changez votre version, parce que si vous restez, vous êtes dealer, vous n'êtes pas consommateur. Donc, ça change tout. Et ça, dans les pays, quand on ne sait pas comment traiter, quand on est jeune et qu'on ne connaît pas forcément les lois, là, l'utilité de la hotline, c'est important. Tu as géré des prises d'otages? Prise d'otages, il y en a quelques-unes de temps en temps à Rio. Il y en avait une, c'était exceptionnel dans la zone sud, une femme dans une succursale qui a été prise en otage par un gars qui était à moitié défoncé, mais c'est rare. Ils ont une unité d'élite ici de la police qui intervient sur ce genre de prise d'otage. Et au Mexique, Colombie, t'en as plus souvent? Après, ça dépend. Qu'est-ce que tu entends par prise d'otage? Prise d'otage. Pardon, oui, enlèvement. Parce qu'il y a enlèvement et prise d'otage, tu as raison. sont deux choses différentes. Les enlèvements, ici, il y en a peu. Ouais. Il y a ce qu'on appelle l'enlèvement express.
C'est-à-dire que quand tu te fais braquer, s'ils trouvent une carte de crédit, ils peuvent te retenir, ils vont faire le tour des distributeurs et retirer un maximum d'argent, parce qu'évidemment, sous la menace de l'arme, ils vont demander le code de la carte, et ils vont éventuellement faire des achats. On et est puis d'accord, après, tu le quand ils donnes. ont fini, ils relâchent. Il est rare ici qu'il y ait des enlèvements pour demande de rançon. Il y a parfois des enlèvements virtuels, c'est-à-dire des gens qui reçoivent on tient votre fils ou on tient, alors que c'est pas vrai. Mais c'est vrai que si on a un fils et qu'on n'est pas tout de suite dans la capacité de vérifier où il est, on passe un mauvais moment. Mais par contre, au Mexique, c'est un business. Et c'est quoi on va dire la situation la plus extrême que tu as eu à gérer depuis que tu es ici? Ici ou au Mexique? Parce que le pire, c'était le Mexique. Ouais, au Mexique. Le pire au Mexique, alors il y a des situations, une situation qui m'a touché, ce que j'ai pas eu à gérer, mais c'était un capitaine de l'armée mexicaine qu'on connaissait bien parce qu'il parlait couramment en français. Il avait fait l'école de commissaire de police en France, au Mont d'Or, et ce capitaine très sympa, on le voyait régulièrement à l'Alliance française. Et un jour, plus de nouvelles. José Luis, il répond plus, il disparaît. Et 6 mois après, il nous rappelle, et puis il dit, j'aimerais vous voir, on peut se voir à l'Alliance française, parce que je voudrais vous dire adieu, demain je quitte le pays. J'ai dit, bon. Et donc, on est allé le voir, et donc on est allé à l'Alliance française. Merci. Et là, quand on l'a vu rentrer, au début, on a failli pas le reconnaître parce qu'il avait perdu énormément de poids. Et il était livide. Et donc, j'étais avec mon associé à Mexico, qui est aussi un ancien militaire français. Et on lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il nous explique. Et il dit, vous vous rappelez, il y a 6 mois, l'arrestation du chef narco là, sur tel barrage, il dit, c'était avec mon équipe. Et il dit qu'on m'en a refusé d'encaisser parce que les patrons souvent narcos se baladent avec des valises de billets, une grosse somme pour acheter les flics. Et puis pouvoir continuer à circuler. Lui, il avait dit non, et le gars, effectivement, avait été arrêté. Et il me dit, la semaine qui a suivi, je suis tombé dans une embuscade, il était avec son chauffeur. Mon chauffeur est mort sur le coup, et moi, ils m'ont laissé pour mort, et j'aurais préféré mourir. Donc, on comprend pas. Et là, il déboutonne sa chemise, et on voit des impacts. On s'est dit, c'est un survivant, c'est le gars, on comprend pas comment. Et il m'a dit, j'ai fait 4 mois de coma. Donc, il était maintenu en vie, il a survécu, mais au bout de 4 mois, il sort du coma. Et là, son épouse voulait plus lui parler, parce qu'en fait, les narcotrafiquants, pour se venger, ont tué ses 2 enfants. Ah bah, d'accord. Donc sa femme était devenue à moitié folle, et lui, il a dit, moi je quitte le pays, j'ai de la famille aux États-Unis, je pars et je reviendrai plus. Donc c'est dramatique, et ça, la politique de la violence au Mexique, c'est quelque chose d'affreux, et ça fonctionne bien. Il y a eu un autre exemple sur un moment où ils avaient localisé deux frères qui est les frères Leiva qui étaient patrons de cartel à Cuernavaca, à 1h30 de route de Mexico, dans une ville qui est connue pour être résidentielle avec beaucoup de piscines et ils avaient localisé dans un condominio. Ils ont envoyé l'infanterie de marine, qui est l'unité la plus pointue au niveau du Mexique. Ça a attiré quasiment tout le week-end. L'immeuble, à la fin, on aurait dit Beyrouth. Et les narcos sont tombés les armes à la main. Ils sont pas rendus. Et il y a eu un militaire mort dans l'opération. Donc, quelques jours après, ils lui rendent des obsèques nationales sur le Campo March, à côté, dans le centre de Mexico, avec un drapeau mexicain immense. Et avec la présence de la famille du militaire décédé. Et donc, ils lui rendent des hommages nationaux. Une semaine après, toute sa famille était décimée. Oui. C'est quoi la leçon pour les autres?
C'est-à-dire que quand on est policier ou militaire, on risque sa vie. Et si on meurt au combat, en plus, derrière, on a la famille qui y passe. Donc c'est terriblement efficace. Mais c'est pas aussi simple que ça à gérer. L'État peut pas protéger chaque famille de militaires et chaque famille de policiers. Donc c'est une situation très compliquée à gérer. C'est là où on voit un peu la différence et peut-être la chance qu'on a d'ailleurs en France particulièrement d'ailleurs, enfin en France, en Europe, parce qu'aux États-Unis il peut y avoir aussi des situations un peu cocasses au niveau des armes et tout ça, mais la sécurité ici, alors la sécurité et la corruption qui sont très liées dans tout ce que tu racontes là, c'est une gangrène hallucinante. C'est-à-dire que moi quand tu te balades ici, tu dis que ce pays, s'il n'y avait pas ces problèmes-là, il serait mais tellement plus loin. C'est un boulet intersidéral. Ouais, non, je vais y revenir juste après, mais je vais terminer sur tu me demandais, c'est la situation la pire à gérer. Oui. Parce que là, ce cas m'avait touché personnellement parce que c'était un ami mexicain à qui c'est arrivé. Et c'était horrible. Mais après, la situation la plus compliquée que j'ai eu à gérer, quand un jour je travaillais j'étais encore avec le contrat avec Charles Pellegrini et on avait comme client Gaz de France et EDF. EDF, à l'époque, construisait des centrales thermoélectriques dans le nord du pays. Et un jour, je travaillais, mon temps partagé entre Gaz de France et EDF. J'étais conseiller sécurité des deux sociétés. Alors, on est revenu en Algérie ou c'est Non, au Mexique. Au Mexique, ok. Mexique. Ouais. Et donc, un jour, j'ai le directeur d'une des centrales qui m'appelle et puis qui me dit, bon, on a un problème, on a des narcos en poste devant chaque domicile d'expat. Il y avait 7 familles d'expats et ils veulent pas sortir. Mais on ne sait pas pourquoi. Et les narcos dans ces zones-là, quand ils décident d'être les patrons, ils sont les patrons. Donc, du coup, est-ce que tu peux venir? Donc là, on prend l'avion de Mexico City jusque dans le nord. Et puis, je fais le tour des 7 domiciles. Je les connaissais parce que j'avais fait les audits de sécurité des domiciles. Je discute avec les 7 familles. Personne ne comprenait pourquoi. Pourquoi les narcos étaient bien, mais avec les armes et tout, devant le domicile, ils attendaient. Donc, au bout d'un moment, je ne peux pas reprendre l'avion et dire aux clients, débrouillez-vous. Je sais pas. Je sais pas. Donc là, il faut aller au contact. Et là, c'est déjà un peu plus sérieux. Donc, je vais voir un des narcos et puis lui expliquer je suis responsable sûreté. On n'a jamais eu de problème avec vous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et là, donc, il appelle à la radio et puis il me dit moi, je ne peux pas t'expliquer, mais le patron va t'expliquer. Monte. Et là, tu montes à l'arrière du pick-up, ils te mettent une cagoule sur la tête et ça commence à rouler. Et là, tu te dis, je suis pas assez bien payé pour ce que je fais. Comment ça va se terminer? Et tu arrives au début, tu commences à compter. Alors, j'ai fait un virage à droite. Au bout de 15 minutes, tu sais plus du tout où tu es. Et donc après, quand le moteur s'arrête et quand tu enlèves le truc, tu es dans un film, tu es dans une hacienda avec des mecs en armes de tous les côtés. Et là, tu dis waouh. Et tu rentres dans une grande salle. Et quand tu arrives devant le patron, là, c'est le réflexe tout con d'avoir eu des films pendant. J'ai vérifié s'il n'y a pas une bâche plastique au sol. J'ai dit, ça va pas se passer là. J'ai encore une chance de m'expliquer. Mais donc, je lui dis, on comprend pas. Et il me dit, je cherche un tel. Et moi, je lui dis, non, il n'est pas dans mes expats. Si, il travaille sur le chantier de la centrale. Je lui dis, non, il n'est pas dans mes expats. Je lui dis, je peux passer un coup de fil? Il me dit, ouais. J'appelle le patron de la centrale, je lui dis, un tel, il est chez nous? Il me dit, ouais. Je lui dis, mais il est où? Il me dit, il est reparti il y a 2 jours, c'est un ouvrier qui venait pour un travail bien particulier, parce que souvent sur des trucs très pointus, de la soudure, ils ne trouvent pas la ressource localement, donc ils font venir des missionnaires. Et nous, par expérience, c'est avec les missionnaires qu'on a le plus de problèmes. Parce qu'un expatrié, quand il a fini sa journée de travail, il rentre et il y a la famille. Mmh. Le missionnaire, lui, au bout de quelques jours, au début, il est à fond dans le boulot, puis au bout de quelques jours, il est tout seul, il se fait chier le soir, il dit, je vais aller voir ce qui se passe le soir. Des couilles, il joue, et dans ces zones-là, il y a beaucoup de cabarets, de stripteaseuses, donc voilà. Et donc le gars est sorti, et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'après, donc, quand je dis effectivement, il est chez nous, mais c'est pas un expat. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il a fait? Il me dit, il a touché la fille qu'il fallait pas. Je lui dis, mais vous l'accusez de l'avoir violée? Non, c'est...
Et en fait, le gars était sorti et puis il avait séduit une des serveuses qui était en fait dans le collimateur du patron local, du narco local. Et le gars, il cherchait cet expat, cet étranger. Et donc, je lui ai dit, là, il est reparti. T'es sûr? Ouais, il est reparti. Il a repris l'avion. Il est parti. Il me dit, OK, si jamais il revient... Et puis il me fait le signe, il me dit cravate colombienne. Cravate colombienne, en fait, là-bas, c'est en Amérique latine. Ils égorgent le gars, ils lui découpent les parties et ils font une cravate avec. Donc c'est local, c'est latin, mais donc c'est sympathique. Et je lui dis non, mais c'est bon, il reviendra pas. Et je lui dis donc pour les expats, il me dit bon, mais c'est bon, on va lever le dispositif. Il me dit mes gars vont te ramener où ils t'ont pris. Donc je recommence à sortir et puis là, avant que j'arrive à la sortie, au fait, j'y étais presque. Et là, il me dit, si le gars il revient, ça veut dire que soit t'as mal passé le message, soit tu me prends pour un con. Donc toi aussi, cravate colombienne. Donc je dis, c'est bon, j'ai bien compris. Ils m'ont ramené, je suis parti comme une balle dans le bureau du patron de la centrale et je lui ai dit, il doit revenir le gars. Il me dit, ouais, normalement. On va envoyer un petit mail là, à Paris, ce gars-là, il met plus les pieds au Mexique. Je dis, parce que s'il met les pieds au Mexique, il est mort. Je lui dis, et moi, si vous le faites revenir, veuillez m'informer avant, parce qu'avec ma famille, je quitte le pays. Parce que là, quand on tape avec des narcos, il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'ils peuvent même savoir, limite, quand ils rentrent, quoi. Enfin... ouais. Ok. Mais voilà, ça, c'était la situation la plus désagréable que j'ai eu à gérer en Amérique latine. Ouais, et ce qui est marrant, c'est que c'est donc toujours un peu beaucoup de prévention, beaucoup de compréhension du terrain, de compréhension des... Voilà, parce que le gars, il avait pas fait, il a tué personne, il a pas commis de crime, mais voilà, ce sont des pays où il faut faire attention où on met les pieds, on peut pas faire n'importe quoi. Des codes qui sont pas les nôtres, qui sont d'ailleurs même pas ceux forcément du pays. Il y a eu, moi je les connaissais pas, on a été en contact avec la famille, mais il y a 2 ans, des jeunes Français qui étaient venus faire la fête un peu à Rio, des fils de bonne famille. Il y en a un qui a voulu acheter un terrain dans le sud de l'état de Rio, une maison pour tout faire retaper avec un truc magnifique, piscine à débordement, un joli projet. Seulement le jeune a commencé à en parler un peu trop. Et puis à montrer là-bas, c'est une ville, c'est pas Rio, c'est un truc beaucoup plus petit, qui avait de l'argent, il a cherché un maître d'œuvre, il a payé d'avance une certaine somme, et puis évidemment, au bout d'un moment, comme c'est une zone qui est contrôlée par une des milices, les gars ont empoché l'argent, et puis ils sont pas venus travailler, donc il a commencé à taper du poing sur la table, et puis un jour, ils l'ont retrouvé dans son jardin. Donc le jeune avait été assassiné. Donc voilà, ce sont des pays où on peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Et quand on achète un bien, il faut vérifier si c'est pas dans une zone contrôlée par une milice. C'est ce que en tu fait, fais aussi. Les milices, les milices, c'est une histoire un peu particulière. Il y a très longtemps que les gangs se battent pour se disputer le territoire, la distribution de la drogue sur Rio. Mais les milices sont nées en fait au départ pour se protéger des gangs. Donc ça partait d'une bonne intention, comme au Mexique d'ailleurs, dans certains villages, il y a des milices d'autodéfense qui se sont constituées et puis après qui sont passées du mauvais côté. Là c'est pareil, parce que quand on passe sa journée, parce qu'on est policier ou pas policier, à protéger sa communauté pour pas qu'un gang vienne, faut avoir une arme et puis... c'est le principe de la mafia, c'est que tu vas dire finalement je te sécurise, on peut je pas vais aller te protéger. Travailler. Ben oui, mais on peut pas à la fois bosser et puis protéger. Donc du coup, au bout d'un moment, il faut financer l'affaire. Et les milices sont, comme elles n'étaient pas dans le trafic de drogue, parce que c'était pour se protéger du trafic de drogue, justement. Ils se sont financés en commençant avec l'abonnement télé, Internet, la distribution de gaz, le téléphone, tous des services dont tout le monde a besoin dans les communautés. Donc ils te les vendent. Là, la différence entre les fractions armées qui distribuaient de la drogue, c'est que dans une communauté, tout le monde n'est pas drogué. Il n'y a qu'une partie infime qui consomme et qui achète. Mais dans une communauté, tout le monde veut avoir la télé,
Tout le monde veut voir le match de foot, la telenovela. Tout le monde veut de l'eau chaude. Ils vendaient une drogue différente, quoi. Une drogue légale. Tout le monde veut de l'eau chaude. Donc, du coup, c'est devenu un business hyper florissant. Ils prenaient des commissions, en fait, sur tout ça. Ouais. Ils vendaient. En fait, ils étaient revendeurs avec des armes. Tu peux pas aller acheter ta bouteille de gaz à l'extérieur. Il faut que tu l'achètes par le gars qui est agréé par la milice. Donc, du coup, c'est un business. J'ai jamais pensé à faire du business avec une arme, mais c'est pas mal, ce genre de. Ouais. Et donc, du coup, ça c'est. Et puis là, aujourd'hui, les milices, malheureusement, se mettent aussi à vendre de la drogue. Les gangs, eux, ont aussi compris qu'il y avait beaucoup à gagner en contrôlant certaines choses qui sont de la consommation courante dont tout le monde a besoin. Donc, dans certaines communautés, la situation elle est compliquée. Mais finalement, le dénominateur commun ou la chose qui permet tout ça, c'est uniquement les armes, en fait, à la fin. Je veux dire, c'est quand même beaucoup plus compliqué si t'es pas armé. La libre circulation d'armes, enfin libre, même si elle est normalement contrôlée ou comme en France, mais le fait qu'il y en ait partout, c'est ce qui fait des gros problèmes. Alors aux États-Unis, ils en ont pas autant qu'ici, peut-être, enfin en termes de milices et de. Ouais, non. Aux États-Unis, c'est surtout une violence qui est liée aux gangs. Pareil, qui contrôlent leur quartier pour distribuer la drogue et qui se battent entre eux. Mais faut pas te trouver plus fort que la police, quoi. C'est ça le problème. Voilà. Et les armes te permettent d'arriver là, en fait. Voilà, c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut que, c'est ce qu'on dit à nos homologues brésiliens, de faire attention à ce que la situation ne dégénère pas au point, qui ne laisse pas les groupes armés devenir suffisamment puissants pour devenir l'équivalent des cartels, par exemple, comme on a au Mexique. Parce qu'au Mexique, les cartels sont au-dessus des politiques, au-dessus de la police fédérale, ils appliquent une politique de la terreur qui fonctionne très bien. Donc, c'est compliqué de reprendre le contrôle. Ici, on n'est pas encore dans cette situation. Ici, il y a des connexions, certainement, entre certaines élections et des milices, ou des gangs, mais parce qu'ils vont essayer d'acheter des voix mais on n'est pas dans cette situation-là. Ici, on a encore la police a le contrôle, donc si on a un problème et qu'on a des bons contacts, on peut avoir une solution. Mais tout dépend comment ça va évoluer dans les prochaines années. Parce que le Brésil, malheureusement, est un pays de transit. C'est pas un pays de production de drogue, mais c'est un pays de transit. Les 3 premiers producteurs de drogue, c'est Pérou, Bolivie, Colombie. C'est ça. Et ça transite énormément par le Brésil. Par Rio Branco. Pas trop pour Rio, c'est un lieu de consommation parce que c'est la fête. Voilà. Je parle de Rio Branco, là où on était il y a quelques jours. En fait, là, c'est une énorme plaque tournante parce que c'est entre tous ces pays. Le Nord-Est, Fortaleza, Recife. Et d'ailleurs, quand on voit le classement, il y a quelques années, ils ont sorti, c'était pour 2023, le classement des 50 villes les plus violentes au monde. Donc, pour faire ce classement-là, ils prennent le nombre de morts violentes rapportées à 100 000 habitants. Et en fait, on n'a pas Rio dedans. Mais on a les villes du Nord-Est, ou de l'État de Bahia. Et dans ces 50 villes, on en a 18 qui étaient mexicaines et 10 brésiliennes. Et après, on trouve aussi dedans le Caracas au Venezuela, le Honduras, plein de villes. L'Amérique latine bat largement, parce qu'après on retrouve quelques villes aux États-Unis, on retrouve Kingston en Jamaïque, on retrouve l'Afrique du Sud, mais la majeure partie des 50, c'est des villes latino. Donc toi, ton job, c'est d'aller sur une partie de ces villes, ou une grande partie de ces villes, enfin en tout cas de ces pays, on va dire, parmi les plus dangereux, si je résume, et d'éviter les embrouilles. C'est quand même un peu l'idée. Oui, l'idée, c'est de faire de la prévention. Tu vas les gérer ou aider à les gérer avec les forces locales, comme tu l'as dit, la police au Mexique ou ici au Brésil ou en Colombie, on n'a pas encore trop parlé, mais voilà, parce que tu crées des connexions dans toutes ces équipes, dans tes équipes avec leurs équipes. Mais l'idée, c'est de te dire, bon, tu portes pas ton téléphone dans la rue si je dois aller à l'extrême, enfin voilà, tu te mets pas dans tel quartier, tu fais pas telle chose, tu fumes pas de bœuf, tu touches pas à la cocaïne et tu touches pas aux filles de machin, et puis ça va bien se passer. Oui, en fait,
quand une famille expatriée arrive, souvent elle arrive avec la peur parce qu'elle a entendu parler de Rio, de la violence, des favelas. Ça, ici, ils n'aiment pas trop le terme favela, ils parlent de communauté. Quand on parle de communauté, favela, c'est la même chose. Mais favela, je le comprenais plus ou moins, mais en effet, on favela, c'est péjoratif pour eux. Donc, on parle de communauté. Donc, il y a une violence effectivement endémique parce qu'il y a une énorme fracture sociale. On a des très très riches. Là pas loin, là dans cette zone-là où Ipanema et Leblon après, où on a le mètre carré le plus cher du Brésil. Donc et on a juste à côté. C'est combien le mètre carré, tu sais plus? Non, je sais pas, mais c'est plus cher qu'à Paris. Ok. Et on a des favelas juste à côté. Donc la proximité entre des très pauvres et des très riches fait que forcément sur la plage ça se croise. Et voilà. Donc mais on a une délinquance qui reste une délinquance d'opportunité. C'est-à-dire que les gens qui arrivent, on leur explique, pour qu'il y ait un crime ou un délit, il faut 3 choses. Un délinquant, on n'en manque pas. Une victime, il faut tous se considérer comme une victime potentielle, parce que même quand on fait attention, le risque zéro n'existe pas, et un jour, ça peut taper. Et le jour, si on est persuadé que ça ne nous arrivera pas parce qu'on fait attention, le jour où ça nous arrive, on a du mal psychologiquement à l'évacuer. Donc, délinquant, victime, et la troisième chose, c'est l'opportunité. Si on réunit ces 3 choses-là, il y a crime ou délit. Donc, nous, on peut jouer sur l'opportunité. Il faut la réduire au maximum ou l'éliminer. Mais le risque zéro n'existe pas, donc on la réduit au maximum. Et en fait, si vous réduisez ça ici, c'est-à-dire si vous adoptez ce qu'on appelle un profil bas, pas de montre, pas de bijoux, pas sortir le dernier iPhone n'importe où, eh ben on vit hyper agréablement. Parce qu'on supprime l'opportunité. Oui. On ne donne pas le bâton pour se faire battre. Alors que dans beaucoup de villes aujourd'hui en Europe, on a beau faire attention, on n'est pas à l'abri de se faire massacrer parce qu'on n'est pas de la bonne couleur de peau, parce qu'on n'est pas de la bonne religion, ou parce que vous avez refusé une cigarette. Ou parce qu'une femme est en mini-jupe. Ici, ça n'existe pas, ça. Ici, c'est pas gratuit. Ici, vous êtes agressé parce qu'il a repéré quelque chose. Mais si vous êtes tranquillement sur la plage et que vous n'avez rien, pas de signe extérieur de richesse, vous allez vivre de façon agréable. Oui. Il n'y a pas un fou furieux qui va arriver en rafalant, en tirant sur tout le monde. Ici, ça n'existe pas. Dans un cas comme dans l'autre. Une femme en mini-jupe, ici, elle est pas bien. Elles sont toutes en string, de toute façon. C'est comme si elle portait une burqa ici, de toute façon. Parce que ici, elles sont toutes en string. Donc, le premier qui va leur dire quelque chose, c'est lui qui va prendre. Non, mais pardon, je vois Clémence qui s'exaspère de la discussion. Non, mais c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que les hommes et les femmes sont très dénudés ici, et c'est OK. Donc, il n'y a pas d'altercation. Ouais, et puis, en plus, il y a pas de, même dans le comportement des Brésiliens, il n'y a pas ils sont pas sur l'apparence physique. Ils aiment bien faire du sport et tout ça, mais sur la plage, il n'y a pas de, tout le monde est réuni, pauvre, pas pauvre. Les plages sont toutes publiques ici. Ouais. Il est interdit de privatiser une plage au Brésil. Donc tout le monde se mélange. Mais du coup, on peut supprimer cette opportunité et on vit de façon agréable. Ouais. Et ça, les gens qui le comprennent, du coup, ils ont peur quand ils arrivent à Rio, mais après, quelques années plus tard, quand ils font repartir, ils n'ont plus envie. Mais une fois que tu as compris ça, c'est sûr. Ce qui est difficile, et je pense que tu as raison, hein, pour en connaître certains, peu de gens ont envie de repartir. Ce qui est difficile ou un peu relou, c'est de ne pas pouvoir téléphoner dans la rue ou de ne pas pouvoir porter une montre. Je veux dire, tu survis, c'est OK. Mais ouais, après, la montre, on peut l'emporter, mais bon, faut être disposé à perdre ce qu'on a sur soi. Ouais. Sans résister, sans faire... Quand on fait les briefings, on explique bien aussi aux gens, ne résistez pas. Oui. Et quand on reçoit des gens, la première question qu'on pose, c'est est-ce qu'il y a des ceintures noires de quelque chose ? Parce que pour les ceintures noires, on a des petites vidéos spéciales pour eux, pour leur montrer des ceintures noires. Il y en a plein les cimetières ici. Oui. Donc, parce que souvent, on a un seul agresseur en face de soi. Et en plus, quand il y a une arme, on a une espèce de vision tunnel, un effet qui fait qu'on est focalisé sur l'arme et on voit beaucoup moins ce qui se passe autour et encore moins ce qui se passe derrière. Mais l'agresseur, il est rarement seul. Donc on n'en voit qu'un seul et il y en a un autre derrière. Si ça se passe mal, c'est celui de derrière qui intervient. Okay.
Donc on a des gens, malheureusement, des ceintures noires de jiu-jitsu, des Brésiliens qui ont neutralisé leur agresseur et qui ont pris 2 balles dans la tête parce qu'ils n'avaient pas vu le complice. Donc le gars, il a une arme, il a gagné. Et nous, quand on explique aux gens, ben voilà, il a une arme, tout de suite, pas de confrontation, vous baissez les yeux comme un signe de soumission, comme ça il a moins tendance à appuyer sur la détente. Et puis vous résistez pas, vous lui donnez ce qu'il veut, et puis voilà, il veut pas vous tuer, il veut piquer votre portefeuille ou votre téléphone. Intéressant. Ils se font gauler un peu de temps en temps ou jamais? Oui. Ouais. Ouais, de temps en temps, il y a ce qu'on appelle des arrastons sur les plages où tu as les petits gamins des favelas qui courent très vite, qui fauchent un sac et puis qui partent en courant. Et quand il y a d'autres Brésiliens qui sont à côté, qui l'ont vu faire et qui le chopent, souvent c'est la police qui arrive pour le sauver, le gamin, parce que sinon il prend cher. Mais par contre, il y a un énorme problème, c'est que souvent le gars se fait choper. Il est mineur, quelques heures après il est de nouveau dehors. Il y a une surpopulation carcérale qui fait que vous pouvez voir des gens qui vont se balader avec un bracelet à la cheville. Et ici ça se voit bien parce qu'ils sont tous en short et en tongs, donc quand il a le bracelet à la cheville on le voit tout de suite. Mais il y a une surpopulation carcérale, il y a beaucoup de gamins qui sont fichés, qui sont arrêtés, relâchés. Et alors, qu'est-ce que... toi, t'es payé par les entreprises, hein, toujours, enfin presque toujours? Oui, la plupart de nos clients sont des entreprises. On a 2 catégories de services, en fait, des services qu'on appelle mensualisés, comme la hotline, comme l'envoi d'alerte en temps réel. Je te parlerai après d'une application qu'on a développée. Et donc, le conseil, quand on a certains groupes qui n'ont pas de security manager, nous, on fournit le security manager qui travaille à temps complet pour le client. Donc ça, c'est des contrats mensualisés, c'est des appels d'offres sur 2 ans ou 3 ans, et tous les mois, on sait que ça tombe. Et après, on a une partie des contrats, des services qui sont ponctuels. Quand on fait un briefing, quand on fait un audit, il y a 3 semaines, je suis parti une semaine en Jamaïque à Kingston parce qu'un client, il démarre un chantier là-bas et il fallait faire l'audit, actualiser les mesures de sécurité parce que le chantier est dans la zone la plus pourrie de Kingston. Et donc, avec du nouveau personnel qui arrive, et donc ça c'est ponctuel en fait. On fait l'audit, on fait le rapport, et puis c'est une rémunération ponctuelle. L'année dernière, quand le président est venu à 2 reprises, le président Macron, il est venu en voyage d'État début mars, et après pour le G20, on a été sélectionné par l'Élysée pour fournir tous les véhicules, les chauffeurs, et coordonner, accompagner le GSPR, parce que le président se déplace toujours avec le GSPR. Donc et ça, c'est coordonner... pour les gens. Le président, il est géré par des services secrets ou sa protection rapprochée à lui, qui s'appelle comment, je ne sais plus d'ailleurs. Le GSPR. Le GSPR, d'accord. Et après, eux-mêmes sont gérés un peu par vous ou par... Et après, nous, on les accompagne, voilà, parce que ils arrivent... D'abord, il y a les précurseurs qui viennent... avant, oui, ok. Avant, voilà. Donc, précurseurs qui viennent avec des armes, d'autres qui viennent avec du matériel pour crypter les communications, Et donc, ils ne parlent pas portugais, ils ne connaissent pas la ville, donc il faut les accompagner, les encadrer. Et puis après arrive le président, et puis après, il y a le démontage. Voilà, donc, et après, le gouvernement local fournit aussi par exemple, il y avait deux policiers fédéraux en civil qui accompagnaient le GSPR et le président Macron dans tous ces déplacements. Alors, ce qui nous avait bien fait rire, d'ailleurs, à un moment, c'est que le premier soir, quand ils sont arrivés, après le restaurant, quand ils sont rentrés, ils étaient ici au Fairmont. Et donc, tout le monde était persuadé que c'était fini. Et puis, en fait, le gars du GSPR nous dit le président veut sortir, ils vont aller marcher sur Copacabana à 11h30 du soir. Les Brésiliens, ils étaient comme ça. Et les 2 policiers fédéraux qui disaient quoi? Ouais, il va marcher. Donc ils sont ressortis, ils ont fait leur balade. Au grand bonheur des Brésiliens qui le reconnaissaient, qui ont fait des selfies, voilà. Et puis donc ils sont rentrés. Et au moment où ils rentraient, où là ils disaient bon,
enfin, la mission est terminée pour aujourd'hui. Et effectivement, elle était terminée pour aujourd'hui. Mais là, le gars du GSPR dit aux Brésiliens, demain matin, il nous dit, vous leur dites que demain matin, il faut qu'ils soient ici très tôt, parce que le président veut les courir, faire son footing. Il a bien raison, parce que nous, on a couru 2 jours ici, là, depuis 2 jours. Ouais. Et ça, ils sont pas habitués, les Brésiliens, parce que Lula, il fait pas de footing. Et là, le gars, il dit, quoi ? Et ils avaient eu un réflexe, il a sorti une grossièreté, mais un truc qui pourrait être traduit par merde alors, mais bon. Ouais. Et du coup, le gars du GSPR lui dit, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Je croyais que c'était une insulte. Et non, ils seront là demain matin. Ils s'y attendaient pas du tout. Très drôle. Mais voilà, ça fait partie. Et puis il y a des changements de programme de dernière minute. Donc il faut être très souple aussi. Et d'où l'utilité d'avoir des véhicules avec des chauffeurs qui parlent anglais ou qui parlent. Donc de les aider dans la logistique. Et toi, quand tu as je sais pas moi, un patron du CAC 40 qui vient ici, ils peuvent faire appel à toi ou à des sociétés concurrentes? Ouais. Okay. Ouais. Et donc tu fais des trucs événementiels, tu peux faire, je sais pas moi, si jamais il y a un festival ou une marque, je sais pas, Cartier qui vient faire un show ou je sais pas quoi, vous organisez ce genre de choses. Ça coûte combien tout ça? Ça dépend de la quantité d'agents, s'ils sont armés, pas armés, si la voiture est blindée ou pas blindée. Donc à chaque fois, on s'adapte aux besoins du client. D'accord. Les budgets, ça peut aller d'une centaine d'euros si c'est pour avoir un chauffeur avec un véhicule pas blindé pendant la journée, et ça peut atteindre des sommes beaucoup plus importantes s'il faut des minivans blindés, s'il faut toute une équipe avec des armes, voilà. Après, c'est des budgets complètement différents. En 2014, on a travaillé pour la Coupe du Monde de foot. On avait le milliardaire russe qui est propriétaire de l'AS Monaco qui devait venir. Et donc 6 mois à l'avance, tout était calé. On avait réservé les voitures, les chauffeurs, on travaillait avec son équipe de protection, dont les responsables étaient venus. On avait tout préparé. Et en fait, au dernier moment, ils nous ont annoncé il ne vient plus. C'est une de ces 2 filles qui va venir. Et là, ils avaient réservé une villa pas loin d'ici, mais c'est des valeurs. Tout de suite, ça explose. C'est un truc... Et ils nous ont dit, voilà, dans telle ville et telle ville, parce qu'au départ, lui, il voulait faire son mercato, aller voir différents matchs. Et la fille, elle venait surtout pour faire la fête. Donc, elle a dit, bon, là, elle ira plus, là, elle ira plus, là, elle ira plus. Mais vous inquiétez pas, il paye tout quand même. Et puis après, la fille, c'était pas du tout le même profil que le père. Donc, il faut s'adapter au dernier moment. Parce que le père, lui, il voulait garder un profil discret. Se coucher tôt, se lever tôt, il a son médecin, il a son cuisinier, Et la fille, elle, c'est... les enfants de milliardaires, en fait, ils se connaissent tous. Ils se retrouvent à Gstaad l'hiver, à Saint-Tropez ou à Monaco l'été, ils vont à New York, ils vont à São Paulo, ils se connaissent tous. Donc quand il y en a un qui arrive quelque part, il active le réseau, et puis on va faire la fête chez moi, on va faire ci, on va faire ça. Donc là, c'était tous les soirs jusqu'à très tard. Et puis dans la journée, ça démarrait beaucoup plus tard. Donc, il faut s'adapter en fait aux besoins du client. C'est vrai que ça doit être quand même un bon délire de changer tout ça en last minute. Vous êtes combien chez Movisafe ? Là, aujourd'hui, on a bien réduit la voilure parce avant, on avait une catégorie de services où on mettait beaucoup de services, beaucoup de personnel directement chez les clients pour dans des centres de monitoring. Et puis c'est plus proche du travail du gardiennage, donc c'était une vraie prise de tête. Donc on a réduit la voilure. Aujourd'hui, on a 17 personnes au Brésil. Ok. On a quand même une quarantaine encore au Mexique. La société est plus ancienne, il y a plus de services. Et on a à Bogota, parce qu'en 2020, on a ouvert à Bogota. J'ai un associé à Bogota qui est un ancien commissaire de police français. Et en fait, on a 5 personnes à Bogota. D'accord. Ce que je me disais quand je t'écoutais, c'est que nous, on a quand même de plus en plus d'invités de différentes nationalités. Mais récemment, on a eu un invité qui nous a fait des prévisites, en effet, dans nos studios à Paris, avec un ancien légionnaire. J'avais pas fait le rapprochement. Un ancien légionnaire russe.
Tu te souviens, Clem? Ouais. Et donc, ils sont venus 2 jours ou 3 jours avant. Et c'est un peu comme les visites présidentielles. Ouais. Quand tu reçois un président, c'est un peu pareil. Donc ça, c'est des choses éventuellement que tu organises, quoi. Ouais. D'aller visiter, regarder un peu comment ça se fait, comment les plans d'évacuation si jamais il y a besoin, etc. Exactement. Les différents itinéraires, le plan A, le plan B, l'hôpital le plus proche. À chaque fois, il faut tout prévoir. Ok. Et ça, par exemple, si, je sais pas moi, c'est doigt mouillé, mais si tu fais venir un président d'une grosse boîte 3 jours qui doit faire quelques rendez-vous, etc., le dispositif sécurité, ça vaut combien? Non, mais moi, ce que je cherche à savoir, c'est est-ce que c'est 30 000 euros, dollars? Est-ce que c'est 300 000? Non. Je pense qu'on est dans des valeurs où, grosso modo, ça peut coûter, on peut dire, 5 000 euros par jour. Ok. Et là t'as, ouais. Alors oui, c'est juste un dispositif, une personne ou 2 personnes, quoi, mais pas une grosse délégation. De la taille de l'équipe, C'est les délégations américaines quand ils se déplacent. Un de mes potes qui bosse dans des voitures avec chauffeur. Ouais. Quand Trump ou même d'ailleurs Vance vient à Paris, c'est genre 1000 ou 2000 personnes. Non mais là c'est monstrueux. On a vu pour le G20. Parce que nos bureaux sont juste en face du MAM, le musée d'art moderne, où était situé le G20, où était organisé le G20. Et donc, on voyait tous les convois entrer et sortir. Et le président américain, le président chinois, mais c'est une autre dimension. C'est un truc. Et même à l'aéroport, on a eu l'occasion de discuter avec le responsable opération de l'aéroport international ici, qui disait, mais c'est un truc de fou, parce que le président français, il arrive avec deux avions qui restent sur place. Il y a pas mal d'autres présidents qui font la même chose. Mais les présidents américains et les présidents chinois, ils ont des avions qui vont rester sur place. Et puis ils ont surtout toute une collection, une vingtaine d'avions cargo qui viennent décharger du matériel, des hommes, la partie opération de l'aéroport international de Rio, c'était une base américaine. Ils avaient les gars en armes, ils avaient 2 hélicoptères Apache, c'est un truc de fou. Faut voir les convois. Et à la sortie, quand le président chinois est sorti, on a l'impression d'être en Chine, parce qu'ils ont fait venir des centaines d'étudiants chinois depuis São Paulo en bus, et tout le long de l'itinéraire, il y avait des Chinois avec le petit drapeau rouge. C'est un truc de fou. C'est sûr que nous, on a vu avec Clémence, on est allé à l'Élysée quelques mois avant d'enregistrer avec le président pour rencontrer les équipes, et c'était au moment où Xi Jinping était dans l'Élysée, en fait. Et on voyait une sorte de double dispositif avec énormément de Chinois, etc. Et tu vois aussi, d'ailleurs, quand les Américains passent, moi je le vois... parce que j'habite dans le 17e, je suis dans le 17e, et je vois les convois qui vont au boulevard Malesherbes, etc. Les Américains, ils ont des voitures avec des énormes brouilleurs. Il y a 20 voitures, 30 voitures autour du président. C'est n'importe quoi. Avec, en effet, des gens en armes de partout, plus les Français, des forces spéciales. Toi, là-dessus, on va dire, les plus gros que tu as gérés, c'est ces G20 et ces choses comme ça que tu vas... T'en as d'autres à venir, là? Ouais, non, à venir, il y a la COP30 à Belém, au mois de novembre, mais on connaît pas, on n'a pas les détails encore, on ne sait pas d'abord si on va être appelé ou pas, mais Belém, il y a un gros problème d'infrastructure, parce qu'ils n'ont pas la quantité d'hôtels suffisante. L'aéroport, le responsable opération de Belém, il était invité pendant le G20 par son homologue de Rio. Et le gars, il était blanc. Il disait, mais moi, je peux pas à Belém bouger autant d'avions. Donc, il y a un vrai souci d'infrastructure. Donc, il parle de mettre des bateaux de croisière au large pour combler le manque de place en hôtel. Et en termes de sécurité, c'est pareil. Il y a très peu de véhicules Belém. C'est pas une ville où ils sont habitués à avoir des événements énormes, et donc il n'y a pas de véhicules blindés. Donc il va falloir faire bouger des véhicules, même des véhicules non blindés, mais d'une bonne qualité. Il n'y a pas ce qu'il faut. Donc c'est une logistique importante, et ça va. À mon avis, à Belém, il y en a qui vont se frotter les mains et qui vont en profiter pour essayer de gagner le maximum d'argent, parce que ça va arriver, ça va leur arriver une fois. Oui, c'est ça. Mais ça va être complexe.
Qu'est-ce que, selon toi, les entreprises, les particuliers sous-estiment ou voient pas, ou qu'est-ce qui change en ce moment dans toutes ces problématiques de sécurité? Nous, on fait notre possible à chaque fois pour convaincre les entreprises d'intégrer la sûreté dès le début du projet. Qu'est-ce que tu appelles le projet? C'est le projet d'expatriation? Un projet, par exemple, une société qui va installer un parc d'éoliennes dans la région nord-est, ou une ferme solaire, parce que le nord-est du Brésil, c'est le paradis des énergies renouvelables. Il y a du vent et du soleil en permanence. Okay. Donc, ils vont installer dans une région où il n'y a que quelques arbres, il y a 3 paysans au kilomètre carré, il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas de... Donc, il y a 0 activité criminelle quasiment, et il y a 0 police. Et en plus, c'est dans des zones souvent qui sont en plus ce qu'on appelle des zones blanches en termes de télécommunications, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas couverts par le réseau cellulaire. Et donc, quand il faut commencer un chantier dans ces zones-là, qui va durer 18 mois, où on fait venir 1000 ouvriers, qui ne sont pas forcément de la région, mais et ben là, la situation change. Parce qu'avec 1000 ouvriers qui viennent, il y a des business tout à fait normaux qui se montent pour leur vendre de la nourriture. Mais il y a des business à côté qui vont se monter, qui sont liés à la prostitution, à la drogue. Et là, l'activité criminelle, d'un seul coup, et ça, c'est pas anticipé. Donc, quand on va voir, nous, après, en tant que responsable sûreté, on va voir la police. Ils disent, mais nous, personne ne nous a prévenus, on n'a pas les moyens on va pas dépoiler la sécurité d'une ville pour aller assurer la sécurité du chantier. Donc, on n'a pas les effectifs, on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas les voitures, on n'a pas... Donc là, ça devient compliqué. Ce qui fait que l'entreprise, après, est obligée de se retourner vers le secteur privé. Et le secteur privé, ben, ça coûte un bras. Et ça, c'est pas forcément prévu dans l'appel d'offres au départ. Et donc, ils gagnent l'appel d'offres, mais ils avaient oublié le budget sûreté. Donc là, c'est beaucoup moins intéressant après. Et donc, ce qu'on essaie de convaincre, c'est de leur expliquer, de leur dire, intégrer la sûreté dès le départ, notamment au niveau de la négociation. Parce que quand vous allez voir un gouverneur, que vous lui dites, on va investir 100 millions d'euros dans votre État, parce qu'on va installer, produire de l'énergie renouvelable. Le gouverneur, il adore. Lui, il récupère les bénéfices en termes d'image, en disant, regardez ce que j'ai fait, j'ai attiré l'investissement et tout. Mais si personne à ce moment-là lui dit, oui, mais attention, est-ce que vous pouvez nous garantir de monter en puissance au niveau de la protection, parce que le chantier, il va falloir le protéger, est-ce que vous pouvez donner les consignes pour que la police... Et ça, c'est pas fait. Donc, et après, une fois que c'est signé, alors lui, le gouverneur, le résultat, il l'a. Il y a eu un investissement étranger. Personne ne lui a exigé quoi que ce soit en termes de sécurité publique. Donc, débrouillez-vous et contractez du privé. Et là, ça fait exploser les budgets. Donc, il y a des choses qui peuvent on peut, si on s'y prend suffisamment à l'avance, diminuer énormément les frais sur la construction et l'opération, parce qu'après, une fois que le chantier est fini, souvent la société, elle l'opère derrière. Et donc, c'est des économies importantes sur le long terme. Mais si c'est pas anticipé, ça veut dire que pendant la phase de construction, il va falloir sécuriser avec du privé et ça coûte. Surtout qu'on on a un gros problème dans ce cas-là, dans ces business, c'est que le cuivre, le vol de cuivre, c'est un sport national. Ouais. Ça, c'est dans le monde entier maintenant. Dans le monde entier. Ouais. Mais quand ici, on est dans des zones où il y a beaucoup de circulation d'armes, ici, ils arrivent, ils sont même énormes, ils arrivent à couper du câble sous tension. De temps en temps, il y en a un qui grille, mais souvent, il y a quasiment pas un mois où il n'y aura pas une interruption du train qui vient de l'État, oui. Le suburbano, comme on dit, l'équivalent du TER, parce que il manque 20 mètres de câble, qui est un câble qui était sous tension, ils ont réussi à le couper. Donc, et dans les chantiers, quand il y a une bobine complète d'1,5 tonne de câble avec du cuivre, évidemment, ça attire les convoitises.
Donc c'est un réel souci. Il y a quand on fait l'analyse de risque, justement, on identifie là, sur un chantier, à partir du moment où il y a du cuivre, il y a un gros souci. Et pour des plus petites boîtes qui vont, je sais pas, moi j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont dans l'univers de la tech, mais certains qui couvrent quand même des bureaux un peu partout. Je pense pas qu'il y ait réellement de prise de conscience de tout ça. Tout ça est fait à l'arrache. Tu crois que c'est fait trop à l'arrache ou... Non, souvent les gens, ils intègrent pas le paramètre sûreté dès le départ. Nous, souvent, on nous appelle dans la douleur, pas dans l'amour. Ils ont un problème, ils appellent. Ou alors ils ont fini de construire, ils disent maintenant il faut sécuriser. Ah ouais, mais si on avait pu travailler avec les architectes dès le départ, on aurait modifié l'accès véhicule, on aurait fait les choses de façon à ce que on n'ait pas besoin dans ce quartier-là déjà. On n'ait pas besoin d'installer autant de caméras ou autant de moyens humains parce qu'on aurait pensé la chose dès le départ. C'est security by design. C'est intégré dès le départ. Donc ça permet de faire des économies. Et les gens, souvent, soit ils n'y pensent pas, soit ont peur que ça coûte une fortune. Alors que c'est un savoir-faire qu'on a ici et localement. Alors évidemment, nous, ça coûte moins cher que s'ils font appel à une société qui est basée en Europe, en France et qui a une couverture beaucoup plus grande. Nous, on est spécialisé en Amérique latine. Toi, tu bosses pas en France, par exemple? Non. Pas de... Ok. Nous, on est vraiment les spécialistes de l'Amérique latine. Quand tu vois ce qui se passe en France avec les histoires de kidnapping, de crypto, il y a quand même un nouveau phénomène qui est en train d'arriver, pas qu'en France d'ailleurs, mais qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que en fait, finalement, toi, je peux me dire que t'es presque plus habitué? C'est des choses qu'il va falloir aussi, des réflexes que tu as actuellement qu'il va falloir intégrer aussi dans d'autres pays pour d'autres personnes? Oui, il y a une évolution, à chaque fois ça évolue. On est dans une période vraiment intéressante, qui peut être inquiétante aussi, mais qui est intéressante parce que tout bouge très rapidement. Moi, je commence à me mettre, parce que j'ai pas le choix, l'intelligence artificielle, il faut en mettre dans nos applications, il faut faut l'utiliser, parce que si on monte pas dans le train, et puis en plus ça évolue, ce qui était vrai il y a 3 mois en arrière n'est plus forcément vrai. Ça, oui, je te confirme. Oui. Voilà. Donc, il faut s'adapter, il faut avoir une capacité d'adaptation, et puis effectivement, chaque pays est différent, chaque région au sein d'un pays est différent. Le Brésil, c'est pas du tout la même situation dans le sud du Brésil que dans le nord. Dans le nord, ça tire d'abord, ça discute après. Les villes les plus violentes au Brésil sont toutes dans le nord-est ou du côté de Bahia. C'est pas Rio, c'est pas São Paulo, et encore moins le sud du Brésil. Le sud du Brésil, il y a des endroits d'abord, c'est pas le même climat, c'est pas la même population. Et à quel point on va dire j'y pensais à ça parce que nous on vient de Rio Branco, donc c'est dans l'état de l'Acre, c'est le plus petit état du Brésil, c'est tout à fait à l'ouest du Brésil, quasiment entre la Bolivie et le Pérou, et c'est merveilleux, mais enfin c'est un peu laissé pour compte. Il y a cette ville qui s'appelle donc Rio Branco, qui est la capitale. Il doit y avoir 500 000 habitants, donc c'est quand même finalement gros comme Toulouse, hein, c'est pas tout petit. Et en fait là-bas tu sens qu'il y a quand même une polarisation hallucinante entre en gros, pour être très clair, les pro-Lula, les pro-Bolsonaro, on va dire les fachos et les gauchos, si on doit résumer. Et ce qui est un peu ça, hein, ils sont vraiment très tirés aux extrêmes des deux côtés. Le pays est divisé en deux. Et ça crée quand même... Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a des gens qui me racontaient qu'il fallait pas, finalement... Ils arrivent tous à dialoguer dans le sens, si tu parles de football, si tu parles, faut pas parler faut éviter les sujets qui fâchent. Voilà, donc faut surtout pas parler de politique et de choses comme ça. Et puis finalement tout se passe bien, ils font la fête, carnaval, tout ce que tu veux, le pays est cool, voilà. Mais en revanche, tu vois, ils évitent complètement de faire ça. J'ai l'impression aussi que eux, ils sont plus habitués parce que ça fait quand même une bonne dizaine d'années que c'est comme ça maintenant. J'ai l'impression que ça grossit aussi dans le monde. À quel point ça, c'est un facteur de risque important, parce que à Rio Branco, on voit que quand même, il y a d'un côté ceux qui rasent la terre,
la forêt, et de l'autre côté ceux qui veulent pas la raser. Donc ça crée des frictions sur lesquelles il y a des morts, hein, très, très clairement, quoi. Tout à fait. Non, il peut y avoir une manifestation ici peut dégénérer très rapidement. C'est ça qu'on recommande. Tenez-vous informés et n'allez pas, surtout en tant qu'étranger, commencer à prendre parti pour l'un ou pour l'autre. J'ai un étranger ici, faut qu'il reste discret et en plus, je pense qu'on n'a pas de leçon à donner à un pays en particulier, donc il faut éviter ces sujets-là. Ça, ce que je comprends. Même il y a eu le cas, une amie, son enfant était dans un taxi et l'ado, il est brésilien, il est né au Brésil. Il a commencé à discuter politique avec le chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi s'est arrêté, il lui a dit descends. Et il l'a laissé dans un quartier pourri. Donc, il y a des sujets qu'il faut éviter. Et puis alors pour le business, ça peut être très compliqué aussi parce que si tu t'engages d'un côté ou de l'autre plus ou moins, ou si tu copines un peu... Surtout pas. Non. Surtout pas. Et nous d'ailleurs, on a très peu de relations avec le secteur public. On rentre pas dans les appels d'offres publics. Nos clients sont du secteur privé. Ok. Alors, quand je parlais des alertes, en fait, on a développé justement, parce qu'une ville comme Rio, il se passe toujours quelque chose. Tout le temps, ouais. Il y a toujours quelque chose. Il n'y a pas une nuit dans un quartier où ça ne va pas tirer. C'est une ville qui est magnifique. Il y a des mouvements de terrain, il y a de la verdure, mais il se passe toujours quelque chose. Quand il pleut énormément, il y a des zones qui sont inondées, donc on peut se retrouver bloqué dans le trafic pendant 2 heures. Donc on a créé, et il y a, depuis la Coupe du Monde de foot en 2014 et les JO en 2016, en fait, ils ont créé, il y a le centre d'opération de la ville de Rio, et il y a le centre d'opération de l'État de Rio, qui sont des command centers énormes avec des écrans et tous les corps, toutes les autorités et les représentants des différents services qui font fonctionner la ville ou l'État sont présents. Donc ils communiquent entre eux et ils règlent, ils ont des milliers de caméras et ils envoient des alertes en permanence aussi. Dès qu'il y a une rue qui est inondée, une rue qui est barrée, une manif. Mais nos clients, nous, ils peuvent pas recevoir des alertes à longueur de journée. On dit que trop d'alertes tue l'alerte. Oui, bien sûr. Donc il faut en recevoir très peu. Et nous, en fait, on a développé une application qui permet de personnaliser ces alertes. C'est-à-dire que on peut choisir déjà le type d'alerte. Si on veut pas recevoir tout ce qui touche à la météo, aux opérations policières, ben on l'élimine. Ça, on peut le modifier autant de fois qu'on veut. Et après, on modifie, surtout le plus important, c'est la partie quartier. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez efficace et qui permet aux gens de prévenir les problèmes. Notre travail est basé surtout sur la prévention. Ok. Ouais, forcément, ça je l'ai bien compris. En effet, comme tu le disais tout à l'heure, hein, les personnes, l'opportunité, il m'en manque un, et le délinquant, la victime et l'opportunité. Ouais. Bon, la victime, a priori, c'est toi, donc tu sais que... je me suis fait braquer une seule fois à Rio, après les JO. Toi, enfin, c'est la personne, c'est moi. Enfin, c'est nous. J'étais en moto, ouais. Le soir, en arrivant devant chez moi, au moment où le portail va s'ouvrir, 2 gars qui arrivent en moto à côté, qui descendent. Donc ils sont repartis, j'aurais donné la clé, ils sont repartis avec la moto. Ils te repèrent, en fait, c'est ça, non? Ben oui, ils suivent. Avant les JO, j'avais une BMW, une 800, ce style de moto n'était pas recherché. Après les JO, quand la police a recommencé à perdre le contrôle dans les grands complexes, c'est un style de moto, les gros trails, qui était recherché. Donc je savais qu'un jour ou l'autre, ça pouvait m'arriver, et puis on va pas non plus quand on pilote sa moto, on est préoccupé par ce qui se passe devant, on va pas en permanence, si dès qu'on est suivi par un motard, on a un doute, on vit plus. Donc je savais qu'un jour ça pouvait arriver, c'est arrivé, et puis voilà. Tu peux avoir un traceur sur la moto ou quoi que ce soit, ça change rien. Oui, mais si elle finit au fin fond d'une favela, même la police n'ira pas la chercher. Ouais. C'est bon à savoir. Écoute, merci pour tout ça. C'est vrai que c'est passionnant de voir un peu moi ce qui me choque, ou c'est que je me dis que déjà tu te rends compte de potentiellement la chance qu'on a dans des pays sur lesquels la sécurité est plus assurée par on va dire le service public, quoi. Ouais, mais tu vois, j'en reviens au fait que je suis plus en sécurité dans la zone sud de Rio que dans certains quartiers de Paris, de Lyon ou de Marseille. C'est vrai.
On n'a pas cette violence gratuite. J'ai discuté une fois pour le jour de l'an, réveillon de la Saint-Sylvestre, 800 voitures brûlées en France. J'ai discuté avec un délinquant ici, brésilien, qui me dit, mais qu'est-ce qui se passe en France ? Parce qu'en plus, INN, dès qu'il y a des trucs qui vont pas en France, ils mettent des petites flammes de partout. Oui, bien sûr. Mais tu sais, ça revient quand même à l'opportunité. C'est aussi toujours pareil. C'est-à-dire que toi, tu dis, t'es plus en sécurité ou bon. En fait, si je vais même le pousser jusqu'à la tenue d'une femme, par exemple, où tu dis, moi, je pense que c'est pas normal qu'une femme puisse se faire emmerder, évidemment pour sa tenue. Mais quelque part, c'est comme si c'est une question d'opportunité. Tu sais que dans cette ville, tu mets pas cette tenue. Ouais. Tu sais que à Paris, tu mets pas un maillot de l'OM ou l'inverse. Voilà, c'est quand même une réduction des libertés qui est oui. Qui peut être pénible au jour le jour. Qui est plus problématique, évidemment, parce que ça touche des libertés d'une partie de la population j'en suis très conscient. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que à la fin, le problème est quand même plus ou moins le même, comme tu le dis, c'est vrai. Mais le délinquant, ce jour-là, avait une réflexion qui m'avait confirmé que ils pensent pas, ils n'ont pas la violence gratuite. Non. Il m'a dit, mais pourquoi ils brûlent autant de voitures le soir du réveillon ? Il dit, c'est du gaspillage. Nous, la voiture, on la vole. Oui. Et pour la revendre en entier ou en pièces détachées, mais la brûler, c'est du gaspillage. Oui. Donc, ici, c'est pas gratuit. C'est soit parce que par nécessité, ils ont besoin d'alimenter leur famille ou de payer leur pierre de drogue, mais c'est pas gratuit. Ils vont pas s'en prendre à quelqu'un uniquement pour des raisons... Et voilà, et ce que je retiens, c'est beaucoup la prévention. C'est de bien te poser en amont et de se dire, ok, j'ai bien compris tout ça. Nous, finalement, quand on est arrivé ici, on l'a bien compris. Hein, sur ce qu'il faut faire, les moments où tu sors pas. La nuit, tu marches pas dehors. En gros, c'est à peu près une règle de base. Ouais, tu peux marcher, mais il faut éviter d'être seul. Ouais. Parce que 80% des victimes d'agression sont des personnes seules au moment d'agression. Donc, dès qu'on est en groupe, on réduit énormément la probabilité d'avoir un problème. Et hier, Christopher, on a posé tout à l'heure. Ce qu'il faut faire attention ici aussi, c'est il y a beaucoup d'usage d'une drogue synthétique qu'ils appellent Boa Noite Cinderella, Bonne nuit Cendrillon, où ça n'a pas de couleur, pas de goût, pas d'odeur. Donc ils sont très forts pour distraire ton attention, et pendant que tu regardes pas, il y a un complice qui met le cachet dans le verre. Et puis après, c'est un peu comme le GHB, la drogue du violeur. Tu deviens ouvert à toutes les propositions, et puis le lendemain, tu te rappelles de rien. T'as éventuellement un mal de tête, mais voire plus grave, il y a un touriste américain qui est décédé parce que le dosage certainement devait être trop fort et il avait des prédispositions, lui. Donc, mais il y a beaucoup ils ciblent des personnes qui sont seules en fait. Des touristes, ils les voient ils sont seuls, c'est des cibles faciles. Donc quand on sort en groupe, et puis si on surveille sa boisson, si on est dans une boîte et qu'on part aux toilettes, on considère que la boisson elle est morte. Ok. Ouais. Intéressant. Écoute, merci pour tous ces conseils. On va faire appel à toi quand on ira faire des tournages dans des villes un peu spécifiques. On en a peut-être un ou deux en prévision. En tout cas, voilà, on aurait presque pu t'appeler pour venir ici finalement pour avoir quelques conseils. Je pense que ça aurait pas été très compliqué, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant. Si tu avais une opportunité de retrouver ou de rencontrer Pascal quand il a 22 ans avant de s'engager, et que tu pouvais lui glisser un mot, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais en fait de ne pas avoir peur, de ne pas se poser de limites. Parce que moi, à cet âge-là, j'étais loin d'imaginer d'abord que je servirais dans une unité spéciale, que je serais officier à la Légion étrangère, que je partirais travailler en Algérie, que je rencontrerais ma femme au Mexique, que je vivrais 11 ans au Mexique, 13 ans. C'est des choses, c'était hors cadre. Donc la vie est vraiment intéressante et particulière. C'est une succession de choix. Et donc je lui dirais de pas se poser de limites. Et puis si c'était aujourd'hui, je dirais surtout de suivre les podcasts et surtout de se mettre tout de suite bien dans l'intelligence artificielle parce que ça bouge vitesse grand V. Tout va changer. Mais voilà, de garder confiance, même si effectivement la situation, les conflits un peu partout dans le monde sont pas forcément très rassurants, mais de garder confiance et de pas se poser de limites. Très bien. Tu aurais un livre à me recommander, à nous recommander si...
Des livres, après ça dépend. Si c'est pour garder confiance, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Si c'est pour parler de résilience et d'aventure, il y a Sylvain Tesson que j'adore. D'accord. Ouais. Quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer. J'ai lu plusieurs de ses bouquins. Les Sentiers Noirs, sur les Sentiers Noirs, est un bel exemple de résilience. Il a fait d'ailleurs un excellent reportage sur la Légion étrangère en Guyane. Franchement, j'ai vu énormément de reportages. Il existe énormément de reportages sur la Légion étrangère. Celui qui m'a le plus rappelé effectivement ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vécu à la Légion, c'est ce reportage fait par Sylvain Tesson sur les légionnaires en Guyane. D'accord, écoutez, je le note, c'est donc en immersion, comment il s'appelle, tu le connais? Ah non, c'est un reportage, ça, c'est ça? C'est un reportage, qui a été fait avec Sylvain Tesson. Ok. J'en ai quelques-uns, on va trouver le lien. Une fierté française, c'est pas ça? Non? Ouais, ça a été suivi d'un article qu'il a fait, qui est paru après, je sais plus si c'est dans Paris Match ou dans une revue. Ok. On va trouver tout ça. Bon, merci. Où est-ce qu'on te suit, Pascal? On peut te suivre sur LinkedIn? LinkedIn, ouais, principalement sur LinkedIn. Ouais. Et écoute, j'ai arrêté trop de perte de temps sur Facebook, donc c'est LinkedIn. Très bien, t'as raison. Et écoute, merci. On te suivra sur LinkedIn, on peut t'ajouter. Et puis, si vous vous déplacez en Amérique du Sud, que vous avez des problématiques comme ça, faites appel à Pascal. Vous venez de ma part, et puis voilà, vous aurez pas une protection gratos parce que tout est payant ici. Mais non, vous serez bien au-dessus. Mais un conseil, souvent ça peut être gratuit. C'est vrai. Bon super, merci. En tout cas, merci pour ton temps. Et puis, nous, on va retourner dans la rue sans nos montres, sans nos téléphones ou avec peu de téléphones. Mais on doit quand même aller filmer ici, donc c'est quand même embêtant parce qu'on doit sortir quand même des caméras qui valent quelques milliers d'euros. Alors on doit toujours être un peu vigilant, mais bon, on est en groupe déjà. Faut être vigilant. Ouais. On est en groupe et puis on fait attention. Déjà, on est en pleine journée, on va faire gaffe. Bon, merci beaucoup, à plus. Salut, merci Salut. À toutes les équipes d'Accor, au Fairmont, de leur accueil. Et puis merci Clem de nous avoir aidés ici. Merci Axel, merci Augustin, Christopher qui était dans les parages pour avoir monté tout ça. On file, nous on rentre à Paris ce soir, donc on doit se dépêcher. À plus. Bon retour. Salut, ciao tout le monde.